Ça par exemple, Milou, les Dupont. Bonjour Monsieur Tintin, vous avez l'air chafouin, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je dirais même plus, vous n'avez pas l'air en super forme, peut-on vous aider? Oh, rien de spécial, j'ai pris 5 coups de couteau et un moustachu m'a tiré 2 balles dans les côtes. Regardez. Oh, mais Monsieur Tintin, elle a pas l'air bien belle cette blessure. Je dirais même plus, monsieur Tintin, cette blessure, elle est pas canon. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est pas canon, le podcast qui revient sur les grandes licences de la pop culture, de leur création à leur expansion, de leur réussite à leurs échecs. Je suis accompagné de Taza, salut. Salut. Et de Gredu, salut. Salut. Grand écart stylistique après Godzilla. Oui. On revient de loin. On va aborder Tintin, vous l'avez deviné. Tintin, c'est aussi la licence la plus vieille dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est clair. Donc c'est avant Le Seigneur des Anneaux, c'est avant Batman. Et ça c'est énorme, parce que Batman c'est vraiment vieux. Allez, remontons le temps, c'est parti pour Tintin. Qu'est-ce que c'est pour vous, Tintin, les gars ? Alors Tintin pour moi c'est deux choses qui me ramènent en enfance. La première c'était les BD de mon père aussi, en fait je voyais mon père qui lisait Tintin et qui avait les doubles albums comme ça de Tintin. Le dessin animé bien sûr à la télé, ça je crois que c'est le premier truc auquel je pense quand je pense à Tintin. Ouais. Et une chemise que ma mère m'avait achetée de Tintin, voilà. J'avais des vêtements Tintin. Chemise avec juste la tronche à Tintin ? Ouais, la petite tronche de Tintin et il y avait une petite veste aussi qui allait avec. Monsieur. Ouais. Gredu. Moi, c'est pas mal de souvenirs de regarder des vieux films. En fait, c'était en même temps que les films Astérix, on regardait le film Tintin, quoi. Mon grand-père qui aimait bien Tintin et qui me faisait apprendre les insultes du capitaine Haddock. Génial. Ah, ouais, super. Il y a tout un bouquin là-dessus. Hein. Ouais. Il y en a une paire des insultes. T'as dû en retenir combien ? Je sais pas combien j'en ai retenu, mais à l'époque, c'était quand même un délire de « Ah, reprenons une insulte du capitaine Haddock. » Voilà. Non, moi, c'était avec South Park. Avec South Park. Non, c'est pas vrai. Les insultes degré 10 fois au-dessus, quoi. Insulte préf du capitaine ? Moi, j'aime bien Ectoplasme. Ouais. Crétin des Alpes, je trouve ça sonne bien. Ouais, moi je kiffe le Bachibouzouk. Ouais, un classique. De mon côté, quand j'étais gamin, mon père, il avait la collection des Tintins, donc je les ai presque tous lus enfant. Je dois bien admettre que Tintin, c'était pas non plus ma BD préférée. Je vais le redire une 100 millième fois, je vous saoule avec ça. Moi, dans le match Tintin-Spirou, j'étais clairement Spirou. Toi t'es orienté là, on a bien compris Ouais. le lobbyisme pro Charleroi-Sud, quoi. Pro Charleroi-Sud, complètement. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, on est 3 Belges. On enregistre ce podcast à Bruxelles. Et en Belgique, Tintin, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment la fierté nationale, C'est on un peut le dire. monument. Hein. Oui, bien sûr. Ici à Bruxelles, il y a beaucoup de fresques de BD dans les rues, dans le centre-ville. Il y en a plusieurs de Tintin, bien sûr. On a une enseigne lumineuse avec la tronche de Tintin et Milou au-dessus des bureaux des éditions du Lombard dans le centre-ville. Une immense réplique de la fusée à l'aéroport de Zaventem, qui est l'aéroport près de Bruxelles. C'est un des premiers trucs que vous voyez en arrivant ou plutôt en repartant de chez vous, c'est l'énorme fusée Tintin. Ouais. On a aussi le musée Hergé, hein, que Gredu et moi on a pu visiter pour la préparation de l'épisode. Avec Taza aussi, on a une super photo qu'on mettra sur le Discord. Ouais. Oh waouh! Attention, il va falloir que je donne mon crédit là. Musée Hergé qui est situé à Louvain-la-Neuve, hein, ville étudiante pas très loin de Bruxelles, qui a un immense bâtiment consacré à toute l'œuvre d'Hergé, donc majoritairement à Tintin évidemment. Ouais. Donc on peut comprendre que nous, quand on parle de Tintin, là on s'attaque vraiment à un truc qui est vraiment important en Belgique. Hein. Ouais, c'est un corps du patrimoine culturel belge. Il est sur les passeports, la fusée est sur les passeports. Ouais. Bon, Hergé, papa de Tintin, parlons-en, ou parlons plutôt de Georges Rémy. Ce sacré Georges Rémy, donc né en 1907, le 22 mai, à Etterbeek, pas très loin d'ici, en région bruxelloise. Il est issu d'une famille traditionnelle belge, donc plutôt classe moyenne, c'était pas non plus un noble ou un bourgeois, classe moyenne, catholique, tendance plutôt à droite, mais il y a un personnage de sa famille qui est un peu mystérieux, c'est le grand-père. Et on ne sait pas trop qui pourrait être le grand-père. Il y a des théories qui iraient vers un roi, qui a plutôt mauvaise réputation en Belgique. Hein. On parle du roi Léopold, le roi à la longue barbe. Léopold II. Léopold II. Léopold II, bien sûr, le roi à la longue barbe. Qui, voilà, c'est pas le roi qu'on a envie de mettre en avant, quoi. On vous laissera vous renseigner si vous n'êtes pas belge, mais Léopold II, faites quelques recherches, c'est pas le préféré, c'est pas le petit chouchou pour c'est un l'instant. bourreau, quoi. Oui, Voilà, il carrément. faut juste le dire comme ça, c'était un bourreau. Ouais.
Et bon, par contre, un truc dans la vie d'Hergé qui va être marquant, c'est qu'en 1921, à 14 ans, Georges va rentrer dans une troupe de scoutisme de son collège. Et plus tard, il en parlera un peu comme sa période charnière pour lui, le moment où il découvre un peu la vie. Et d'ailleurs, il va avoir un totem, ça s'appelle Renard Curieux. Ça va, il y a pire comme totem. Il y a pire, et franchement, ça ressemble un peu à Tintin. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Et en fait, ça va vraiment le marquer, le scoutisme. Plusieurs fois dans les interviews, il va toujours revenir un peu au scoutisme. Et il dira même « Mon enfance me paraît très grise. J'ai des souvenirs, bien sûr, mais ces souvenirs ne commenceront à s'éclairer, à se colorer qu'au moment où j'ai découvert le scoutisme. » Et il dira aussi « Le scoutisme m'a donné le goût de l'amitié, de l'amour, de la nature, des bêtes, des jeux. C'est une bonne école, tant mieux si Tintin en garde la marque. » Et en fait, c'est aussi dans la période scout que ce bon vieux Georges Rémy il va s'intéresser au dessin. Il va faire des paysages, des camps, enfin il va dessiner un peu l'ambiance scout, quoi. Vous avez été scout, vous ? Moi, j'ai été scout, ouais. Ok. Moi, j'ai été scout de mes 8 à mes 18 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai été scout longtemps et c'était vraiment cool. C'est un truc que j'ai kiffé. Déjà, parce que c'est ce qui m'a permis de voyager en étant petit. Parce que j'étais dans une unité où on faisait des voyages à l'étranger. Donc, il était dans les paras, en fait. Ouais, j'étais dans les paras, je voyais peu. Engagez-vous toujours. Hein. Voilà, je voyageais pas beaucoup avec mes parents, mais par contre, avec les scouts, du coup, j'ai pu faire des très cool voyages. Par exemple, mon voyage de totémisation, donc quand j'ai eu 12 ans, là où t'as ton totem, je suis parti en Écosse. T'as un totem ? Stylé. J'ai un totem, ouais. Est-ce que tu serais prêt à le révéler pour ce podcast ? Tu me donnes combien ? Juste toi, hein. Il n'y a que toi qui dois me donner un truc. Donnez au Patreon, si vous voulez. Au Patreon. Si vous voulez que Taza dévoile tous ses secrets, n'hésitez pas à nous soutenir. Donc abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur les plateformes de streaming. On est présent sur Instagram et sur TikTok si vous voulez aussi nous suivre. Bien évidemment, il y a le Discord qui est dispo dans toutes les descriptions un petit peu partout. Vous pouvez nous rejoindre, papoter un petit peu avec nous, ça fait toujours plaisir. Sinon, si vous avez envie de franchir le cap, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. On a 3 paliers pour l'instant, 3, 5 et 10 euros. Toutes les infos sur patreon.com/c'est pas canon. Mais tu vas nous faire gratos, Taza. Ouais, je vais vous faire gratos. Je vais au moins vous donner mon Kali. Ça devrait vous mettre un peu sur la voie. Donc le Kali, c'était un truc à acquérir, une qualité à acquérir. Okay. Et moi, c'était concentré. Quoi ? Et donc, ça fait rire tout le monde autour de la table parce que voilà, du coup, je suis pas sûr de l'avoir encore acquis. Et mon totem, c'était Capybara. Ok. Ça va, sympa. Ça va. Ouais, tu vois, c'est quand même sympa. le plus gros rongeur du monde, un castor géant de la taille d'un chien. Ouais, mais il a une bonne gueule, ça va. Il est sympa. Gredu, t'as été scout ? Alors scout, non, mais j'ai été dans un mouvement de jeunesse de mes 5 à mes 20 ans quasiment. J'ai fait quelques années de moniteur aussi là-bas. Mon meilleur pote vient de là, on est toujours en contact. Okay. On est en contact avec quasiment tout le groupe. Et là même, j'y retourne de temps en temps. Ils font des activités. Là, je vais y retourner un week-end spécial. Donc ouais, non, ça fait quand même... C'est une grosse partie de ma vie quand même. Ok. Et moi aussi, j'ai eu un totem. Vas-y. Et ce n'est pas en rapport avec une particularité physique dont... Il va pas parler de ses pieds encore. Je vais pas parler de pieds encore. On aurait pu dire... ouf. Non. J'allais donner un indice qui allait dévoiler le reste. Mais c'est en rapport avec plus ou moins la façon dont je suis assis. Alors, c'est pas très radiophonique, mais je suis souvent assis comme ça. Mes deux compères pourront... Donc, t'es assis en tailleur avec une jambe croisée. Je suis en fait assis comme un quata ou un singe araignée. Ah ouais. Okay. Voilà, une espèce endémique d'Amérique du Sud. Donc c'est quata mon totem, singe araignée. Pseudo, parce que quata je l'ai déjà vu, tu l'as déjà utilisé quelques fois. Ouais, c'est mon totem. Ouais, pour moi ça venait juste du chocolat quoi. Ouais, et j'ai un Kali aussi. Ah ouais. Contre-courant. Ok. Et ça c'est pas acquérir ça. Si, en fait, c'est parce qu'en fait, mais la différence avec les scouts, c'est que là, en fait, on te le donne après, dans mon organisation, on te le donne après 18 ans passés là, quoi. Ouais, c'est ça, donc c'était acquis, on t'a reconnu cette qualité. C'est les anciens qui se mettent d'accord, et comme j'ai déjà décidé pour d'autres aussi, on voit un peu toutes les discussions qui peut arriver. J'ai failli être corbeau pessimiste. Bon, oh, waouh! Corbeau un peu stylé comme. Ouais, mais un peu edgy, quoi. Singe araignée, c'est quand même beaucoup plus classe. Tout à fait. Et contre-courant, c'est la classe aussi. Tu as été scout, toi ? Moi, j'ai pas été scout. Moi, je jouais à la PlayStation. Moi, ça m'empêchait pas de jouer. Mais du coup, à vous entendre parler, j'entends que ça vous a marqué. Et je comprends que ça ait marqué Georges Rémy, futur Hergé. D'ailleurs, tu l'as dit, Gredu, c'est là qu'il a commencé à s'intéresser au dessin. Doucement, il va commencer à dessiner pour la revue scout Jamais Assez. Puis dans la revue mensuelle des scouts de Belgique, le Boy Scout belge. On essaiera quand même de trouver un totem d'ici la fin de cette saison. Eh ben, n'hésitez pas si vous avez des idées. Moi, je suis preneur d'un petit totem.
En 1924, il commence à signer ses dessins de son nouveau pseudo, Hergé. Contraction. Pas ultra imaginatif, contraction, inversé, c'est ses initiales en quelque sorte. Oui, mais pour un truc de jeunesse, franchement, il y a eu pire. Hein. Moi, mon pseudo pendant très longtemps, ça a été Jérém Pota, quoi. Jérémio Pota, même. Ah ouais. C'était un peu nul, quoi. Ouais, pas ouf, ouais. 2 ans après, en 1926, dans le Boy Scout belge, Hergé va créer le personnage d'un CP, donc un chef de patrouille scout, Totor, CP des hannetons. Clairement, Totor, quand on regarde des dessins, c'est l'inspi de Tintin, c'est le proto-Tintin. Ouais. Il ressemble un peu à Tintin à ses débuts. À ce moment-là, on ne peut pas encore vraiment parler de bande dessinée, hein, c'est plutôt des histoires écrites avec des illustrations. En gros, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle la solidarité iconique qui crée la bande dessinée, c'est plutôt des illustrations, mais on reconnaît déjà un personnage un peu débrouillard à qui il arrive des aventures. Il y a déjà un petit peu de Tintin là-dedans. En parallèle de son travail dans la revue Scout, Hergé est engagé dans le journal belge Le XXe siècle, dont le directeur est un homme d'église, l'abbé Wallez. Bon, l'abbé Wallez. Ouais. Pause. On prend une grande respiration. Tout le monde se détend. C'est le début des problèmes. Ce n'est pas la fin des problèmes. C'est le début. C'est que le début. Parce que l'abbé Wallez, c'est pas un rigolo. Sur son bureau, voilà, il y a une petite photo au calme de Mussolini, quoi. Benito. Benito pour les intimes comme lui. Donc sur son bureau, et d'ailleurs il a été jusqu'en Italie pour pouvoir le rencontrer, quoi. Ça, je comprends pas. À ce moment-là, Mussolini, il est déjà au pouvoir en Italie. Et Hergé, qui est tout jeune à l'époque, il va un peu être séduit par le charisme de l'abbé, qui est apparemment un super orateur et qui va considérer un peu comme son mentor, quoi. On comprend que là, on est un peu dans une période trouble, c'est un peu la montée des extrêmes en Europe. Ouais. Et Hergé, il va aussi faire la rencontre de Léon Degrelle, futur figure politique belge de l'extrême droite, extrême droite, hein, très proche plus tard des nazis. Et il y a beaucoup de sources qui affirment que ça serait un peu Léon Degrelle qui a introduit Hergé à la BD, quoi. Bon, tout porte à croire qu'ils n'étaient pas super potes, mais voilà, c'est à replacer quand même dans le contexte, quoi. Et bon, ça vient un peu ici mettre le doute sur les opinions politiques d'Hergé. On va y revenir un peu tout au long de ce podcast sur les différentes choses qu'il y a eu. On peut rien affirmer parce que bon, le type est décédé et que bon, toujours, hein, faut remettre ça aussi un peu dans le contexte. Il y a des documents quand même, il y a plein de, il y a des éditos, des petits 20e, il y a plein de choses qui peuvent permettre de compiler, de se faire une idée de la pensée de quelqu'un, mais c'est juste que on peut pas clairement dire oui, il pensait ça de tel sujet. Surtout qu'on est à un moment où Hergé est quand même très jeune, et en plus de ça, on est à un moment qui est vraiment trouble en Europe, où les tensions et les extrêmes commencent à monter de tous les côtés. C'est assez compliqué de dénouer le vrai du faux, parce que lui a toujours affirmé des choses aussi, donc c'est un peu complexe. Il en a écrit d'autres, donc franchement, il y a un moment donné, quand t'écris ça... En tout cas, on sait qu'il était effectivement très attaché à cette figure un peu paternelle dans l'abbé Wallez. Hein. Je sais pas comment prononcer. Moi je dirais Wallez. Wallez. Complètement Wallez. Wallez. Ok, Wallez. Okay. On peut conseiller la BD L'abbé Wallez, l'éminence noire de Degrelle et Hergé, de Marcel Wilmet, qui revient un peu plus en détail sur tout ça. Et à ce moment-là, dans la vie de Hergé, il va en fait rentrer au service des abonnements du XXe siècle. Mais bon, il va carrément se faire chier. Il va pas y rester longtemps parce qu'il va effectuer son service militaire à la caserne de la place d'Ailly, à Scarbeck, qui est vraiment pas loin d'ici. Ouais. On y va en courant et on revient sans être essoufflé. Ça veut pas dire qu'on va le faire. Il retrouve après son service militaire son job au XXe siècle, mais en sympathisant avec l'abbé Wallez, il va devenir photographe et dessinateur pour le journal. Ouais, un poste qu'il va occuper pendant tout un temps, mais très très vite, il va être rédacteur en chef d'un nouveau supplément jeunesse de ce journal qui sera appelé Le Petit 20e. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer son épouse, Germaine Kikens, qui elle aussi sera, on va dire, charmée par le mentorat de l'abbé Wallez. C'est ça, qui est vraiment une figure importante dans leur vie à tous les deux. Ouais, c'est clair. Lui, il les a conditionnés quand même pas mal, quoi. Et c'est pour les besoins de ce supplément jeunesse, le Petit 20e, qu'Hergé va inventer un personnage de reporter. À cette époque, il y avait dans les journaux de grands reporters qui traversaient le monde et qui publiaient leurs voyages sous forme de feuilletons comme ça dans les journaux. C'était la mode à l'époque. Hergé a toujours eu une fascination pour les reporters globetrotters. Donc en fait, les mecs voyageaient, ils envoyaient leurs aventures et en fait, tu vivais par procuration. C'était avant les vlogs. J'ai l'impression que c'était le moment où c'était vraiment très très cool d'être un journaliste où
à ce moment-là, ça voulait dire être un aventurier, C'est ça, ouais. quelqu'un d'érudit, quelqu'un d'instruit, de curieux, mais en même temps, il fallait aussi être... tu vois, il fallait pas avoir peur d'aller dans des zones. C'est encore le cas maintenant, hein, je veux dire, il y a plein de reporters qui font des trucs super dangereux, mais il y a une petite saveur de tout ça à l'époque. Ouais, c'est un peu l'aventure, quoi. Ouais. Pour le personnage, Hergé, il va s'inspirer d'un gamin d'une quinzaine d'années, Palle Huld. C'est un gamin rouquin danois qui avait gagné en 1928 un concours organisé par le journal danois Politiken dans le cadre du centenaire de Jules Verne. Et Palle Huld, il avait remporté un tour du monde accompli du 1er mars au 14 avril 1928. Un peu la classe. C'est un On peu se demande cool, ouais. pourquoi un tour du monde, Jules Verne. Mais il n'y a pas C'est- 80 voilà. jours dans le tas. Là. Non, il y a pas Non, pas 80 jours, ça coûtait trop cher. Mais retenez bien, Jules Verne, c'est quand même une grosse info. Ouais. celle-là. Mhm. Pour les autres influences, on peut penser à Zygépus d'Alain de Saint-Augan, qu'Hergé adorait. Hein. On peut aussi penser à Bécassine, hein, de Jacqueline Rivière et Émile Joseph Porphyre Pinson, nom de ouf. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit Bécassine, son visage c'est Tintin. Ouais. Bon, c'est pas le seul visage qui fera penser à celui de Tintin, parce qu'on peut aussi parler de Benjamin Rabier. Tiens, ça vous dit quelque chose, Benjamin Rabier? Moi pas. Non, moi non plus. Bah pourtant, vous avez déjà tous au moins vu une fois une illustration assez iconique de lui. Quand j'ai appris, c'est lui qui a dessiné la vache qui rit. Ah, Tu vois, le logo de la vache qui rit, bien sûr. Attends, c'est le. c'est lui qui a dessiné la vache qui rit à l'époque. Hein, donc ouais. évidemment, elle a été retravaillée plusieurs fois, mais la vache qui rit, le premier logo, c'est Benjamin Rabier qui l'a dessiné, et il a aussi illustré les fables de La Fontaine. Et Hergé disait que il le considérait vraiment comme un maître. Dans plusieurs interviews, notamment une que j'ai pu retrouver de 1983 où il en parle dans des échanges, il dit qu'il s'est inspiré pas mal des animaux que Rabier dessinait. Et je pense qu'il s'est pas que inspiré de ça. Pour le nom, par contre, Tintin, on n'a pas tant d'informations que ça sur où est-ce qu'il a trouvé l'inspiration, mais c'est assez facile de supposer que c'est inspiré, consciemment ou pas, par le personnage de Tintin Lutin, qui est apparu à la fin du 19e siècle dans le journal humoristique Le Rire. Ouais, et en plus, c'est un personnage qui a été dessiné par Rabier, et dont Ah ouais. Hergé se défendra d'avoir repompé le design. Hein, un gamin à la houppette blonde, visage rond, petit pantalon de golf, parfois flanqué d'un petit chien blanc, et qui lui existe depuis 1898, Ouais. mais dont il disait ne pas connaître l'existence. Ouais, il Voilà. a passé beaucoup de temps de sa vie à se justifier, le bon Hergé. Ouais, c'est clair, et d'avoir dit n'avoir jamais rien repompé chez les autres, pourtant il y a quand même pas mal d'œuvres dans lesquelles on va pouvoir retrouver des similitudes. En lisant un bouquin, j'ai trouvé cette rêve, par exemple. Onésime, vous pouvez regarder, c'était un album de Rabier qui est sorti quelques années plus tard, déjà plus tard par rapport à la sortie de Tintin, mais on voit qu'ils ressemblent clairement, les deux personnages sont vraiment très similaires. En lisant ce bouquin, je suis retombé sur le pillage des numéros du magazine Le Petit Français Illustré, des lectures pour tous et La Jeunesse Illustrée, qui sont vraiment 3 magazines qui sortaient à l'époque, et ça paraît évident que Hergé et son équipe s'étaient fortement inspirés de ces publications pour le petit 20e. Je crois que c'est un peu l'enfance de Tintin qu'on raconte à travers ces œuvres-là, mais qui n'a jamais vraiment existé dans Tintin, quoi. On ne sait jamais comment Tintin était quand il était petit. Voilà, peut-être c'est une idée, quoi. Donc quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Hergé, il a son reporter Tintin. Ouais. Et avec ce personnage, c'est l'abbé Wallace, donc un bon gros droitard en gros, hein, qui va lui proposer de l'envoyer en Russie soviétique pour y chroniquer les ravages du socialisme. Bien Alors, sûr. La Russie soviétique, à ce moment-là, c'est relativement jeune encore. Ouais, ça a une dizaine d'années. Ouais. Ça a une dizaine d'années. Mais bon, déjà, on l'aime pas. Voilà, c'est les méchants. C'est les méchants. Et donc, allez, on va envoyer un reporter là-bas, un reporter de fiction. Et du coup, hop, Tintin est envoyé en URSS. Et le 10 janvier 1929, dans le petit 20e, débute la publication de Tintin au pays des soviets. Donc Tintin, grand reporter, part en URSS pour y chroniquer ses aventures. Bon, il n'y a pas vraiment d'intrigue, ça commence un peu parce qu'il y a une tentative d'assassinat dans le train. Et en fait, il va suivre comme ça un peu tout ce qui se passe. Il va subir en fait l'histoire, ce bon Tintin. Il va avancer, il va improviser. Et en fait, c'est un peu ce que Hergé fait aussi. C'est-à-dire qu'il doit écrire une aventure pour le mercredi soir, le mercredi matin. Il n'a aucune idée de comment son personnage va se tirer de la situation dans laquelle il l'avait mis la semaine d'avant. Donc, c'est de l'impro. Et cette impro va durer 16 mois. C'est long. C'est long. C'est long. Et ça se ressent. Ouais. Je trouve que ce qu'on constate quand on lit Tintin au pays des soviets, donc Tintin au pays des soviets, on peut le trouver maintenant en librairie.
Ce qu'on constate quand on lit, je trouve, c'est que Tintin est complètement enfermé dans ses préjugés. Ah ouais. Donc le mec, il croit pas au socialisme. Non. Il est allé en URSS pour montrer que le socialisme, c'était pas bien. C'était de la merde, ouais, c'est dangereux, etc. Et il est pas du tout ouvert aux gens qu'il rencontre. La BD, elle est clairement à charge. On entend Tintin dire des trucs, il y a encore des gens pour croire dans le paradis rouge et des machins comme ça. C'est chaud. Bah, c'est vraiment symptomatique des débuts de Tintin, quoi. Ouais. C'est un reporter qui est censé justement t'ouvrir une fenêtre sur le monde et en fait la fenêtre il la ferme très très vite. Ouais. C'est bourré de préjugés, de plein de trucs comme ça et à l'époque. Et puis il est méchant Tintin dans cette BD, il bully des gens, il vole des voitures. Enfin, même si tu le vas dans un pays que t'aimes pas, t'es pas censé voler des voitures en fait. Tu dois, t'es censé rester dans la légalité quoi qu'il arrive. C'est clair. C'est un truc de fou. Et il fout des coups de pied au cul des Mais gens. oui, et tout. pourquoi il fait ça? C'est génial. Bah, ce qu'on pourra quand même signaler aussi, c'est que en parlant de balbutiement dans cette BD là, c'est qu'elle était en noir et blanc. Ouais. Ça n'a pas été recolorisé derrière. Et niveau dessin, c'est pas encore vraiment ouf. Hein. On est au début de sa technique. Hergé maîtrise pas encore complètement son trait. Tintin a quasiment aucune bouche. Ouais, c'est clair. La bouche est inexistante. C'était difficile de raconter une histoire à ce moment-là. Soulignons aussi sa fameuse mèche, qui, pour la petite histoire, n'était pas comme ça au début. D'abord, elle est tombante, et puis c'est dans l'histoire lorsqu'il vole une bagnole décapotable et qu'il fonce à fond de balle qu'elle se redresse, et puis elle restera redressée comme ça. Donc il a vraiment roulé super vite. On peut en parler un petit peu de cette fameuse mèche, parce que Hergé lui-même, il en parle plusieurs fois en interview. Comment vous est venue l'idée de ce personnage? Au fond, quelles sont les influences qui vous ont amené à créer ce personnage de Tintin, reporter de 15 ans? Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier que je les illustrais. Quand j'étais déjà très jeune. Et puis après, lorsqu'on m'a confié la rédaction de ce petit supplément illustré, qui s'appelait Le Petit 20e, parce que c'était un supplément de ce journal Le 20e siècle, j'ai donc pensé à faire une histoire d'un petit bonhomme, mais comme je savais très mal dessiner, je dessinais très mal, et que je me disais que ça allait tout de même durer quelques semaines, je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine. Oui. C'est vrai que le premier Tintin qu'on trouve dans le pays des Soviets, on va nous le montrer, est tout à fait différent de le Tintin qui est devenu célèbre par le croquis. Oui, mais pourquoi alors c'est tout houppette? Je sais pas, c'était plutôt pour donner un accent, pour qu'il ne soit pas tout à fait rond. Sinon, un cercle, ça n'était pas tellement reconnaissable. Si, mais enfin, il fallait un petit accent à ça. J'ai donné une houppe. Et pourquoi alors tout de suite Milou? Pourquoi un chien? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pour commencer. Il fallait quelqu'un. Et puis, pour voyager, je crois qu'un chien, c'est encore le meilleur animal. C'est difficilement de voyager ni avec un éléphant, ni avec un chat. Même, ça devient difficile. Alors, un chien. Et ouais, il le dit lui-même, hein, c'est que Milou, il est là dès le début. Ouais. Milou. Petit chien, d'où vient son nom? Ah, je sais. Ah, je crois que je sais aussi. Je sais. Mais on le dit pas. Allez, on te laisse. Allez. Eh bien, Milou viendrait, grâce à une source qu'on a utilisée, ça viendrait du nom d'une ancienne camarade d'Hergé, surnommée Milou. Camarade plus, hein. Camarade plus, parce qu'il est souvent mentionné qu'elle avait une poitrine généreuse et qu'Hergé avait tenté de la courtiser. Ouais, et qu'il s'est fait refouler. Oui, il s'est fait refouler du coup. Par la famille. Du coup, il lui a donné le nom d'un chien, quoi. Il a donné son nom au chien. Pour moi, c'était vraiment la contraction, c'était son petit surnom à l'époque. Mais c'est pour ça que tu dis que c'est peut-être une femelle, Milou. Oui, notamment. Intéressant. Ouais. Pour moi, Milou, ça pourrait être une femelle. Et Milou, au début, c'est clairement le ressort comique. Pas drôle, hein. Pas drôle, mais c'est le ressort comique. Milou, il parle déjà, ça c'est un truc qu'on peut mentionner. C'est assez bizarre, Tintin le comprend pas. Par contre, dans la BD, il parle quasiment plus que Tintin. Ouais. Il n'arrête pas, il est tout le temps en train de parler. Plus tard, il continuera de parler, mais dans sa tête, quoi. Ce sera juste des petites bulles de pensée, des petits trucs comme ça. Donc... ça arrive qu'il parle de temps en temps, mais ça devient beaucoup plus rare avec le temps. Au début, franchement, chaque fois que Tintin l'ouvre, t'as Milou qui l'ouvre derrière. Ouais. Bon, l'histoire de Tintin au pays des Soviets, elle va avoir son petit succès en Belgique, surtout à Bruxelles, où un événement va même être organisé pour le retour de Tintin en Belgique. Avec un comédien en costume et tout, y a un monde de fous dans la rue, donc c'est quand même, on voit tout de suite que Tintin, il y a quand même un engouement, quoi. Malgré ça, Hergé, plus tard, il va un peu renier son œuvre. En fait, il dira que c'est l'abbé Wallace qui l'a forcé à situer sa BD dans l'URSS et qui lui a donné comme base de travail un livre qui s'appelle Moscou sans voile, qui est très très critique du régime communiste en place. Comme par hasard. Et Hergé dira que cette BD, que c'est un péché de jeunesse. Il faudra attendre en fait 73 pour que l'album
donc la compilation de toutes les publications du petit 20e soit compilée et sorte dans une collection Archives Hergé, donc qui n'a pas été retravaillée, et voilà quoi. Et en fait, du coup, Tintin au pays des soviets, c'est un peu à part. Enfin, c'est carrément à part en fait. Quand on parle de Tintin le soviet et puis tout le reste. Du reste. Ouais. Moi, je trouve que c'est un truc qui, en filigrane, plus j'en ai lu sur Hergé, sur Tintin et sur l'œuvre, à la base, je connaissais pas grand-chose de tout ça, hein, en tout cas de l'histoire d'Hergé, plus je trouve que c'est un personnage qui a eu du mal à assumer ses actes tout au long de sa vie. Bah oui. C'est aller d'abord de oui, mais c'est pas moi, c'est l'abbé. Enfin, à un moment donné, tu pouvais aussi prendre tes propres choix en considération, mais je comprends que avoir un mentor, ça te pousse à prendre certaines décisions et parfois être un peu aveuglé. Mais après, plus tard dans ta vie, tout au long, tu dois assumer. Et je trouve qu'il y a eu pas mal de fois cette rengaine de je sais pas si ça c'était vraiment une bonne chose, mais ça arrivait très tard. C'est ça qui fait que c'est d'autant plus dur de comprendre réellement la pensée d'Hergé, parce qu'il assume jamais, il dit toujours avoir été soumis à la pression des autres, et donc c'est un peu compliqué de dénouer le vrai du faux. Et en même temps, c'est un peu lâche comme attitude. C'est un peu lâche comme attitude. Complètement même. Et le fameux c'est pas de ma faute, on m'a dit de le faire. Ça a mené très loin beaucoup de gens dans des très mauvaises situations. D'ailleurs, ce qu'on lui a dit de faire aussi, c'est de continuer les aventures de Tintin, et polémique 3, 2, 1, l'abbé Wallace propose de l'envoyer au Congo. Ouais, bon, mauvaise idée. Pour les auditeurs non belges qui nous écoutent, on fait un petit point. Pour les Belges aussi, hein, parce que finalement, parfois c'est bien de le rappeler. À ce moment-là, et officiellement depuis 1908, officieusement, Léopold II avait déjà fait des folies avant sur le territoire, et donc c'était déjà un peu contrôlé par la Belgique avant, mais officiellement depuis 1908, le Congo est une colonie belge, et ça le restera jusqu'en 1960. On sait maintenant que les colons ont commis des crimes atroces, et vraiment en grand nombre. Ouais, c'est clair. Et c'est un sujet assez sensible, encore actuellement en Belgique, notamment avec ces fameuses statues de Léopold II, dont qui sont encore présentes à plusieurs endroits. Et on ne sait pas trop quoi en foutre. Ouais, en fait. les énormes sigles Léopold II partout. Parce qu'à Bruxelles, il faut savoir qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont là, entre guillemets, grâce à du fait Léopold II et au sang des Congolais qui ont créé ces bâtiments. Quoi. C'est un génocide monstrueux, donc forcément, garder la statue d'un gars qui a créé et entraîné tout ça, c'est compliqué, quoi. Donc c'est un sujet ultra polémique, hein. D'ailleurs, Tintin Congo lui-même, c'est un sujet polémique. Ça revient souvent dans les discussions, on en entend souvent parler. Moi, je l'avais pas lu depuis mon enfance. Ouais. Franchement, c'est vrai que c'est quand même un peu sur le cul quand même. Ouais. Vraiment, Sincèrement. Tintin, il arrive en conquérant. Donc c'est un peu le même schéma que Tintin au pays des soviets. Hein. Il se pointe au Congo et il vit au gré des rencontres et des aventures. Quoi. Il devient tout ce qu'il peut. Ouais, c'est ça. C'est un reporter qui devient prof, c'est ça. Chasseur. Ouais, c'est ça. Tintin, il arrive vraiment en conquérant. Ouais. Les Congolais sont soit à son service, soit ils le supplient d'avoir de l'aide. Ouais. Ils sont toujours débiles. Ils sont toujours naïfs et idiots. Ouais. Et ils sont toujours admiratifs des capacités de l'homme blanc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu limite, c'est même carrément limite à lire aujourd'hui. Ça veut rien dire. Puis même dans en le fait. dessin, la représentation est raciste de base, quoi. Alors, sujet polémique en plus qu'on peut rajouter, petite tare supplémentaire qu'on peut rajouter à ce super Tintin, c'est qu'il va passer toute la BD à buter tous les animaux qu'il croise. Ouais, c'est clair. Donc on a compte, et gratuitement. C'était juste pour le fun, pour le sport, pour le game, pour le plaisir de la chasse. Il fait penser un peu à ces milliardaires qui vont faire des safaris pour aller buter des trophées. Parce qu'à l'époque, le safari, c'était une activité acceptable. Tu te pointais au Congo, tu avais tout le pays à ton service et tu pouvais aller buter des animaux. Je veux un rhino aujourd'hui. Et donc Tintin, il s'est dit, aujourd'hui, je veux 15 antilopes, un rhino. Un rhino, comment est-ce qu'il le bute, ce rhino ? À la dynamite. À la dynamite, c'est horrible, ouais. Il faut un trou dans son dos et puis il met une dynamite dedans. Le rhinocéros explose. Un chimpanzé. Et là encore, qu'est-ce qu'il fait avec ce chimpanzé ? Il va le dépioter, ce chimpanzé. Il va lui voler la peau pour l'enfiler. Ouais. Un chimpanzé. Un éléphant. Ouais. Un lion. Ouais. Un serpent. Et un petit buffle. Voilà le kill ratio. Le kill ratio de Tintin dans Tintin au Congo. Ouais. Mais c'est important de noter que, en fait, même à l'époque, l'album il va pas passer, ça va être très polémique. Ah, peut-être pas à l'époque, juste après quand même.
Oui, À l'époque, je pense qu'on est vraiment là, on est dans la Belgique où on est en plein dedans, on est dans la colonisation. Les Belges, pour eux, c'est pas un problème. Ça sort en Belgique, enfin, tu vois. Et c'est vrai qu'on est à ce moment-là moins au courant des atrocités qui sont commises. C'est clair. Mais de ce qu'on est au courant, c'était quand même beaucoup de monde n'était pas d'accord. Je veux dire, les os humains, personne n'a jamais donné son accord réellement, à part les connards au-dessus, quoi. Donc bon, ça va être polémique et en fait, ça va pas être réédité avant 1970, même s'il va corriger des choses en 46. Ouais. On aura l'occasion de revenir tout au long du podcast sur les diverses rééditions des BD, parce que notamment Tintin au Congo sort en noir et blanc. Nous ici, on a une version couleur. Donc ça va être fait plus tard. Donc on va y revenir au fur et à mesure de l'histoire. Mais pour revenir un peu à Tintin au Congo, c'est que il va en fait supprimer et censurer lui-même son œuvre. Donc par exemple, on a l'exemple le plus connu avec, dans la version originale, Tintin qui donne une leçon de géographie à une classe de Congolais en leur présentant leur patrie, la Belgique. Ouais. Ça c'est ce qu'il écrit au tableau. C'est ce qu'il leur dit, C'est un peu chaud, ça sera remplacé par une leçon de maths où il donne 2 + 2 = 4 à des adultes. Bon. C'est des enfants, soyons bons joueurs, c'est des enfants. C'est des enfants. Ouais. Et encore une fois, là, Hergé, il va mettre la faute sur l'abbé Wallace, qui lui aurait imposé ce genre de représentation. Il dira simplement que c'est aussi dû au fait qu'il côtoyait que des gens racistes et qu'il ne faisait pas vraiment attention à ce qu'il écoutait, il le remettait tel quel dans la BD. Et il dira que c'est encore une fois un autre péché de jeunesse. Ça commence à faire beaucoup, là, non ? Moi, je crois déjà que... Quand on parle de Tintin au Congo, si on parle des 3 temporalités classiques, il y a le moment où c'est sorti, où on est à fond dans la société hyper colonialiste qui commence et où les gens, ils se rendent probablement pas compte de ce qui se passe au Congo, parce que voilà, les nouvelles, on te les donne pas comme ça, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est accepté et toléré complètement dans la société. C'est normal, en fait, tout ça. Tout est normal dans ce qui se passe là-bas. En 1946, il y a quand même un petit événement entre-temps qui s'est passé, qui a pu marquer les esprits de pas mal de gens ici en Europe aussi. Au moment de cette réédition, il y a quand même une part de recul en plus à avoir. Et puis après, la réédition de 1970, là, il y a autre chose. On est carrément censé être sorti de tout ça à ce moment-là. Et je trouve ça un peu limite, moi, de l'avoir ressorti tel quel, de pas avoir corrigé certaines choses, de pas avoir rendu, par exemple, les personnages moins cons que comme ils sont présentés, d'avoir peu dégrossi en fait les traits caricaturaux de la BD. Franchement, c'est des débats en Belgique qu'on a souvent par rapport à Tintin au Congo. Est-ce qu'il faut interdire ou pas la BD ? Est-ce qu'il faut censurer ou pas la BD ? Est-ce qu'il faut avertir, enfin mettre un édito au début de la BD ? Moi, je serais plutôt favorable à ça, à dire cette œuvre, elle existe, il faut pas faire semblant qu'elle n'existe pas, ni la corriger après la mort de l'auteur, mais en tout cas mettre un petit édito pour prévenir de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que, d'après vous, c'est encore lisible maintenant, Tintin au Congo ? Ça dépend comment tu le lis. Ça dépend quel recul tu peux avoir. Je pense que ça dépend aussi de ton histoire, à toi, et de comment tu te places par rapport à ce qui est raconté là-dedans. Parce que tu le lis pas pareil quand t'es blanc ou quand t'es noir, tu vois, tout simplement déjà. Ou même que t'as pu être opprimé toi-même. Donc il y a déjà tout cet aspect-là qui est vachement compliqué à appréhender. Et puis après, en dehors de ça, je trouve que continuer à faire de l'argent sur cette œuvre-là en particulier pour Moulinsart, c'est chaud. Ouais, je te rejoins, je ressens aussi Revox. Avoir un édito, ce serait le minimum. Maintenant, même au-delà de tout ça, c'est chiant, quoi. Oui, après c'est nul en plus. Oui, c'est ça. C'est nul. Après, il y a aussi la BD en tant que telle, et elle est pas ultra marrante. Quand tu la lis maintenant, c'est pas ultra marrant. Est-ce que c'est encore lisible maintenant ? Est-ce qu'on devrait l'interdire ? Je suis d'accord de dire que, en fait, elle devrait être trouvable dans le domaine public avec des warnings partout. Après, les gens sont pas cons. Je veux dire, genre, allez quoi, on voit bien que c'est n'importe quoi. C'est quand même fou, quoi. Chaque planche, il y a au moins un truc raciste qui va pas dedans. C'est chaud. Il faut quand même avoir ce recul-là. Hein. Je pense que c'est pas forcément... Enfin, tout le monde n'a pas ce recul-là. Maintenant, peut-être de plus en plus de gens sont éduqués à ça et donc arrivent à prendre du recul par rapport à ce qui se dit, mais ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas, jusqu'ici. Et donc, je crois que c'est vraiment un travail d'éducation. Et effectivement, alors supprimer complètement l'œuvre, c'est peut-être pas une bonne chose parce que du coup, ça permet plus d'éduquer les gens dans un sens. Contre ça, en tout cas. Mais par contre, ça demande quand même
un minimum d'éducation aussi par rapport aux problèmes que ça véhicule, quoi. Ce qu'il y a aussi, c'est que de son propre aveu, Hergé, à l'époque, il se renseigne pas tellement sur les lieux qu'il fait visiter à Tintin. Il les envoie avec ses propres clichés, sa propre vision caricaturale. Et donc, ça se de ressent tous les fort. racistes qui l'entourent. C'est ça, et de son environnement, parce que ça porte très fort la trace de l'abbé Wallès, on a eu l'occasion d'en parler. Hergé, il a jamais voyagé à ce moment-là, et ça se ressent fort encore dans les histoires qui suivent. Donc, Tintin en Amérique et Les cigares du pharaon, c'est un peu la même soupe. Alors, c'est peut-être moins polémique et moins problématique qu'un Tintin au Congo, mais on est quand même sur une représentation très caricaturale, et pour un reporter qui doit découvrir le monde, il découvre surtout l'intérieur du crâne de Hergé, petit bruxellois, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est une fenêtre très fermée qu'il ouvre en fait. Donc Les cigares du pharaon, c'est aussi un peu dans l'univers de Tintin l'introduction des nouveaux personnages qui vont avoir le plus gros ressort comique à mon avis de la Tintin Family. C'est les Dupont. Donc vous les connaissez, hein, les deux flics moustachus avec le chapeau melon, la canne, qui sont pas frères mais qui se ressemblent, hein, et qui ont un nom qui s'écrit de manière différente, puisqu'il y a Dupont avec un D et Dupont avec un T. Ils insistent souvent là-dessus. Ouais. Et quand on doit écrire les deux, on écrit DT à la fin. Ouais. C'est de l'écriture inclusive avant l'heure. C'est rigolo, ouais. Et donc eux, ils apparaissent en fait dès la 3e vraie aventure. Donc après Tintin au Congo, Tintin en Amérique, eux, c'est Les cigares du pharaon. Moi, je dois bien admettre qu'au début, je les trouve plutôt sympas, les Dupont. Parce que déjà, visuellement, ça donne un chouette jeu avec la symétrie, le fait qu'ils se ressemblent, qu'ils prennent toujours les mêmes poses, etc., etc. On sent que là, Hergé, il va pouvoir s'amuser un petit peu avec ça. Puis c'est marrant parce que surtout au début, ils enquêtent toujours sur le mauvais truc. C'est-à-dire qu'ils ont Tintin en ligne de mire. Et ils resteront cons tout le temps. Et ils resteront cons tout le temps. Ouais, c'est un peu l'inspecteur Gadget pour le citer. C'est un peu... ils sont sur leur enquête, mais c'est pas du tout l'enquête qui est importante pour le moment, quoi. Et ça, c'est quand même une plutôt bonne idée, hein. C'est dur de pas voir l'influence de Laurel et Hardy. Ils ont vraiment la même gueule. Ouais. Alors mais lui, il va dire que l'influence, c'est plutôt son père et son oncle. Parce que donc c'est deux jumeaux et ils se baladaient tous les deux avec des chapeaux melons. Et donc il y a souvent des photos où tu les vois à deux, tu fais ouais, ok, on peut voir l'inspiration aussi là-dessus avec les Dupont. On arrive en 1934. C'est une année clé pour le développement d'Hergé et de Tintin. Déjà, en 1934, l'abbé Wallès est écarté de la direction du XXe siècle suite à ses prises de position hardcore. Il y a une justice quand même. Ouais. Il est remplacé par William Hugueux, qui deviendra plus tard une figure vraiment importante de la résistance. Donc, il n'y aura plus l'excuse de c'est l'abbé Wallès qui m'a dit que. 1934, c'est aussi l'année où la maison Casterman, située à Tournai, toujours en Belgique, devient la maison d'édition des aventures de Tintin. C'est eux qui vont organiser la publication en album, toujours en noir et blanc, les albums. Faut bien se dire qu'à cette époque, c'est pas si courant d'avoir des volumes reliés de bande dessinée, d'avoir des albums de BD. C'est surtout destiné aux journaux et aux feuilletons, quoi. Donc c'est quand même un pas assez important qui est franchi par Tintin. Ça a tellement un grand succès. Ça pèse. C'est ça. Ouais. Ça pèse, on en fait des albums, quoi. Tintin, il faut quand même lui reconnaître un truc, c'est que jusque-là, c'est devenu un succès. C'est vraiment devenu un gros succès. Et il est précurseur de plein de choses, notamment de ça. Donc, il a amené quand même énormément de choses dans la culture de la bande dessinée de son époque. Toujours en noir et blanc à cette époque-là. Ouais. 1934, toujours, Hergé va faire une rencontre, là pour le coup, qui va profondément le marquer. Ouais, et c'est la rencontre du fameux Chang. Alors à ce moment-là, il avait en tête d'envoyer Tintin à Shanghai. Ouais. Shanghai, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Chine. Et pour préparer son album, il y a l'abbé Léon Gosset qui, lui, va lui proposer de faire la rencontre d'un jeune étudiant chinois de l'université d'Ouvain qui s'appelle Chang Chong-jen. C'est ça. Alors cette rencontre, elle va être très cool pour Hergé parce que en fait, Chang, il va lui faire comprendre que sa vision super caricaturale et très étroite du monde et de l'étranger, c'est peut-être pas la bonne. Donc petit à petit, il va un peu lui ouvrir l'esprit, il va se rendre compte que il est quand même bourré de préjugés racistes. Et surtout que ça va être important en fait de se renseigner sur la culture locale, sur les réalités sociales des gens, sur la politique des lieux et de ce qu'il va en faire dans ses futures histoires pour Tintin. Et de ce donc en 1934 que Hergé arrête d'être raciste, hein, c'est bien ça. Ouais. En théorie. C'est comme ça que c'est présenté. Non, par contre, on peut reconnaître que l'album qui suit, le Lotus Bleu, donc, qui se passe à Shanghai, ça marque quand même un tournant dans Tintin. Ouais, clairement, parce qu'en fait, je pense que dans cet album-là, déjà, ce qu'on peut voir de clair, c'est que la rigueur
est de mise. Il s'est documenté, il va étudier un peu le contexte politique, l'architecture des lieux. Donc cet album, c'est le Lotus Bleu. Ce qui n'était pas le cas juste avant, parce que si tu prends par exemple Tintin en Amérique, tu lis Tintin en Amérique, les bâtiments, ça pourrait se passer à Bruxelles. Hein. Ouais, ça n'a rien à voir, ouais. Alors qu'ici, dès que il arrive à Shanghai, ça ressemble à Shanghai. Il y a un peu de recherche sur comment les mecs étaient sapés, ouais, etc. Voilà, les etc. vêtements. Il y a des idées comme ça, et surtout dans le Lotus Bleu, l'histoire, c'est l'enquête de Tintin qui, en Chine, fait face à un réseau de narcotrafiquants, de trafic d'opium et de manipulation politique sous occupation japonaise. Ouais. Donc voilà, il y a quand même déjà tout ça qui existe dans cette ville de Shanghai. Alors, preuve que la rencontre avec Chang l'a bouleversé, c'est qu'il ira même à faire de Chang un des personnages du récit. Ouais. Donc déjà, il y a une petite case, si vous faites gaffe, quand il est au cinéma, qu'il va voir un film, il y a une petite case avec un petit bonhomme à côté de Tintin et de Milou. C'est une représentation du Chang qui a existé. Ok. Et plus tard, quand on le retrouvera dans la rivière, là, il y a le gamin qui va sauver de la rivière. Lui, c'est le Chang qu'il a nommé comme héros et qui reviendra plus tard dans Tintin au Tibet. Ouais, et pour le coup, on peut quand même souligner que dans cette BD, le Lotus Bleu, les personnages racistes sont montrés comme des brutes et tournés en dérision. Ouais. Les personnages chinois, dont Chang, sont quand même montrés comme plutôt des sage. humains et pas juste des Chinois, on pourrait dire comme ça, et un peu plus complexes, ce sont des vrais personnages. Tintin, il discute, il y a toute une scène où Tintin discute avec Chang de l'ignorance des Européens et de leur vision de la Chine. Et d'ailleurs, on peut constater que à partir de là, c'est les Dupont qui deviennent vecteurs de clichés, parce qu'à chaque fois qu'ils vont voyager, ils vont se costumer dans le costume le plus cliché. Dans le cas de la Chine, ce sera avec la fameuse tresse et les vêtements, les vêtements chinois traditionnels. Et donc, c'est eux qui deviennent vecteurs de clichés et sont tournés en dérision. Parce que c'est eux qui représenteront à ce moment-là ces clichés-là. C'est comme ça que les gens se représentaient, les Chinois à l'époque. Et Tintin, à ce moment-là, il a aussi troqué son costume pour être, lui, par contre, habillé aussi de manière un peu traditionnelle, mais pas forcément cliché. C'est-à-dire qu'on va toujours se foutre systématiquement de la gueule des Dupont parce que eux, ils sont allés beaucoup trop loin. Ouais, c'est ça. Mais quand Tintin se déguise, ou je sais pas s'il se déguise ou s'habille à la mode 2, lui, il collera vraiment plus à la façon de le faire, quoi. Moi, je trouve qu'après le Lotus Bleu, on ressent quand même un peu mieux ce côté où Tintin est un chroniqueur du monde et où le lecteur voyage et visite des nouvelles cultures parce que c'est un peu plus travaillé quand même. Ouais, faut pas se mentir, à cette époque-là, les gens ils voyageaient pas beaucoup. Donc quand tu étais en Belgique, tu recevais un album de Tintin qui parlait de Chine. Ça pouvait te fournir un peu une photo en fait de ce qui se passait ailleurs, quoi. C'est une responsabilité d'autant plus importante en fait qu'il avait à l'époque parce que du coup ça voulait dire que lui-même était soit le vecteur de gros clichés racistes, soit justement une fenêtre d'ouverture vers le monde et vers les gens qui nous entourent. Beaucoup de gens sont partis en vacances juste en lisant Tintin. C'est vrai. Et ce qui change aussi dans les BD d'après, on peut les citer, L'Oreille cassée, L'île Noire ou Le Cep d'autocar, par exemple, qui sont les BD qui suivent, c'est que les intrigues deviennent des vecteurs d'action, donc c'est plus juste Tintin qui se pointe et il se passe des trucs, c'est qu'il y a un mystère et Tintin doit éclaircir le mystère. Bon, vous allez m'entendre souffler pas mal pendant cet épisode. Dans L'île Noire, par exemple, encore une fois, il s'habille à la manière de... Il porte un tartan, comme les Écossais le font. Bon, il a pas le petit poignard à la chaussette et tout ça, mais il est quand même habillé de manière traditionnelle. Et t'as les deux Dupont qui débarquent dans leur barque avec leurs pompons sur la tête. Eux aussi, on se voit un peu de leur gueule. Ça va devenir un running gag à chaque fois, quoi. Et les histoires prennent doucement une dimension, je mets des guillemets, mais film noir. Ça veut dire qu'il y a quand même un mystère, il y a quand même des trucs, il y a quand même un truc un peu plus sombre qui se raconte dans les histoires de Tintin. Je vais ressouffler dans mon micro. Alors, moi, si je remets le contexte de l'époque, je trouve que si. On est quand même dans un truc où l'enquête, le mystère... Et même si ça, à notre époque, à nous, on a construit les choses différemment, là, il faut quand même pas oublier qu'on est dans les balbutiements de ce genre de choses, dans la bande dessinée, en Europe, en français. Donc vraiment, il y a plein de trucs comme ça qui font que, je trouve que c'est une bonne façon de le dire. Ça devient plus film noir. Mais en fait, pour moi, il y a un peu genre, ok pour l'époque. Il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est un peu comme si tu disais ok, je vais faire une analogie bizarre à la volée, mais imaginons que ça soit que du noir et blanc, tu mets le rouge en plus et tu vas faire waouh, c'est super coloré. Non, il te manque toutes les autres couleurs en fait. C'est pas parce que tu rajoutes un élément que tout de suite ça devient un truc de ouf, ultra moderne et tout. Pour l'époque, c'était moderne, point, c'est tout. Actuellement, genre, les énigmes dans les intrigues, faut le dire vite quand même. Oui.
Genre, il y a aucun mystère. À un moment, on dit à Tintin, ouais, tu vas t'occuper du trafic d'opium dans les rues de Shanghai. Il te fait, ok. Et puis en fait, il passe la moitié de la BD à essayer de trouver un remède pour le fils du type de son patron là. Quand tu regardes un film de 1950 comme on l'a fait pour Godzilla et que tu vois que tout le monde surjoue, que les acteurs, c'était la manière de diriger les gens à l'époque qui était aussi comme ça. Tu vois ? Film. Oui, c'était un film, mais là c'est un film de papier. Donc pour moi, c'est la même chose. T'arrives dans là, la réalisation est datée. C'est très clair. Si tu prends pas un minimum de recul par rapport à une réalisation datée, bah oui, tu vas trouver ça vraiment has-been. Et ça l'est. Vraiment, on doit dire que c'est quand même plus très actuel. Ça voulait parler d'actualité, mais c'est figé l'actu. Tu vois, ça peut pas trop. Enfin, il y a des choses qui peuvent revenir, mais de manière cyclique. Donc à un moment donné, si t'es hors cycle, t'es plus dans l'actu. C'est vrai que quand on lit maintenant, Tintin, on va le dire maintenant, nous on a tous les trois trouvé que c'était dépassé et vieillot. Ouais, par rapport à certaines choses, ouais. Techniquement, non. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Tintin, c'est quand même ultra novateur. Ça a permis de formaliser ce qu'on appelle maintenant la BD franco-belge. À l'époque, rien que d'utiliser des phylactères, donc les bulles de dialogue, c'était pas une évidence non plus, parce qu'on avait encore beaucoup du texte en bas de page, et le fait que lui amène ça, c'était relativement moderne de le faire. Tintin, c'est aussi un pionnier du découpage. C'est quand même une leçon de mouvement que beaucoup des gens qui viendront après prendront maintenant quand on le lit maintenant. Moi je trouve que c'est très figé Tintin. Pour les Franquins, les PO qui sont venus après, ils ont tous cité Tintin comme l'exemple absolu à étudier en tout cas. Et ça va aussi donner le cadre de la BD jeunesse qu'on connaît, donc ce mélange d'aventure et d'humour, un héros sans âge, pas ultra viril, parce que Tintin, c'est pas un gros baraqué, qui est quand même débrouillard avec son acolyte gaffeur, parce que sans Tintin, il n'y a pas Spirou et Fantasio, il n'y a pas Jean et Pirlouit, il n'y a pas Astérix Obélix. Tintin, ça débute quand même 10 ans avant Superman et Batman. C'est énorme. Et 15 ans avant le premier roman de James Bond. Ouais. Mais ça, tu vois, là, ce qu'on est en train de dire là, c'est super important. C'est que c'est arrivé avant l'influence américaine. Alors que quand on parle de trucs un peu plus funky, comme on en a parlé avec les Schtroumpfs et tout ça, rappelez-vous, on avait parlé d'une interview où on disait que à l'époque, ils étaient partis aux États-Unis et ils se sont fait influencer par l'école américaine. Donc là, tu vois, il y a aussi tout ça qui est revenu de là-bas. Il y a eu un échange culturel important dans toute l'école de Marcinelle qui arrivait plus tard, alors que là, un peu moins. On n'y est pas encore, l'échange culturel, il s'est pas encore passé. Au contraire, c'est plutôt lui qui pose les premières briques. Disney existait déjà, mais c'est vrai que on n'a pas été s'inspirer full de Disney, quoi. Mais je lui retire pas son statut de classique et de il a fallu que Tintin existe. Ça, je lui retire pas. Mais beaucoup de gens se sont placés en opposition à Tintin sur plein de points, et c'est ça qui a créé les bonnes BD, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Donc, c'est vrai que je trouve que Tintin a été ringardisé à la seconde par les BD qui ont suivi. Ouais. Par contre, il y a un truc qui s'affine vraiment au fur et à mesure du temps avec Hergé, c'est son dessin. Ça, je lui retire pas, effectivement. Parce que les premiers albums, on l'a dit, c'était quand même fort brouillon, et au fur et à mesure, c'est vraiment pas beau, les premiers dessins. Ici, au fur et à mesure, le dessin devient d'une pureté absolue. Ce style graphique qu'on peut reconnaître en une seule case, c'est ce qu'on appellera la ligne claire. Donc les connaisseurs de bande dessinée connaissent évidemment la ligne claire. Contrairement à ce que pas mal de dessinateurs de l'époque font, Hergé, il dessine pas au pinceau. Il dessine avec une plume spéciale qui permet de donner des traits super uniformes. On peut le voir quand on lit Tintin. Les traits noirs qui forment les contours des personnages ou des décors, ils sont tous de la même épaisseur, tout le temps. On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas d'effet d'ombrage. C'est juste des couleurs, des aplats de couleurs toutes simples. Les phylactères aussi, les bulles, elles sont carrées. Majoritairement, elles sont placées en haut et en bas de la case pour donner quand même de l'espace. Et bien rempli de texte aussi. C'est long à lire. C'est très verbeux. Oh là là. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'a mis des plombes de lire une BD de Tintin. Après, du coup, ça veut dire aussi que les histoires, entre guillemets, sont riches en échange, quoi. Tu vois, on essaie de te raconter les trucs, mais parfois on te les détaille un peu trop. Alors là. Et c'est vrai que quand tu prends une case au hasard, surtout dans les albums plus récents, t'as l'impression que la case, tu pourrais l'imprimer et en faire un cadre, quoi. C'est vraiment sublime, faut bien le reconnaître. Ça. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont fait un mort de thunes en vendant des cadres et des produits dérivés des cases de Tintin. Puis ça, c'est rien qu'en parlant du style du dessin et de la propreté du machin, mais c'est vrai qu'en plus du style, il a quand même eu des images fortes en termes de design de véhicules notamment. Ouais, c'était un passionné de bagnoles et de véhicules en tout genre. On parlera évidemment de deux des véhicules les plus célèbres de Tintin, qui sont devenus des icônes.
Mais cela dit, progressivement, ça nous amène à la fin des années 30, début des années 40, et là, tout bascule. Voilà, bon, après Madame Chiffre, Monsieur Oscar, c'est Monsieur Guerre. Monsieur Guerre. Bonjour. Sympa, Monsieur Guerre, comme titre. Ouais, pas mal. Ouais. Ah, je retire mon titre alors. Bon, est-ce qu'on vous a parlé de la Seconde Guerre mondiale ? Ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'on vous en parle. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, Monsieur Guerre autour de cette table. Oui, c'est moi. Voilà. Et on dira pas pourquoi. On va laisser le mystère. Est-ce que ça a encore un rapport avec mes pieds ? Avec ses pieds, sûrement, ouais. On ne sait pas. J'aimerais qu'on arrête de faire ces allusions-là. Bon, en tout cas, le 10 mai 1940 débute l'invasion surprise de la Belgique par l'Allemagne, connue comme la campagne des 18 jours, parce que ça n'a duré que 18 jours, parce que le 28 mai, la Belgique capitule et est désormais sous occupation allemande. Je me permets de dire qu'on vanne beaucoup les Français sur leur capitulation, mais on n'a pas été ultra vaillants non plus. Et 18 jours, une guerre surprise en plus. Ouais, Ouais, c'est un tour de force, quoi. C'est vraiment une grosse. Je vais pas aller plus loin. Guerre, je sais pas. Grosse guerre. Un gros tour de force. Le 20e siècle, donc la publication et donc le petit 20e, sont interdits de parution par le régime allemand. Et ça en pleine publication de Tintin au pays de l'or noir, qui sera donc interrompu pendant 8 ans. Hergé, il va faire un des moves les plus controversés de sa carrière, parce qu'il va trouver un nouveau job, un journal, qui s'appelle Le Soir. Et alors là, je trouve encore que c'est un beau move d'Anguille. Ouais. Alors le soir, faut quand même se dire que c'est encore à l'heure actuelle une référence dans la presse en Belgique. Ouais. Ça existe déjà du coup depuis un moment, c'est déjà bien connu, c'est toujours un gros journal maintenant. Sauf que pendant la guerre, le soir, il est passé entre guillemets aux mains de l'ennemi. Et donc c'est devenu un journal sous domination allemande, principalement utilisé pour faire de la propagande. Faut quand même, et donc on l'appellera le soir volé, il aura ce nouveau nom, le soir volé. Faut se dire aussi que Hergé à l'époque, alors comme on l'a présenté là, on n'a pas trop l'impression, mais il a fait des pieds et des mains pour s'y retrouver dans ce truc-là. Et donc c'est ça qu'on va lui reprocher aussi, c'est d'avoir voulu rejoindre un journal qui se veut collabo. Clairement. Mais peut-être que c'est l'attrait de la gloire, en tout cas la possibilité de pouvoir continuer à publier ses histoires qui lui aura donné cette envie de absolument rejoindre ce journal. Et donc voilà, pendant ce temps-là, lui, il va continuer d'écrire des histoires et c'est Le Crabe aux pinces d'or qui va être publié dans ce journal collabo. Encore une fois, moi je suis la personne qui nuance dans tout ça, même si j'ai mon avis. Compliqué de savoir vraiment ce que Hergé pensait de l'occupation allemande. Ce qu'on sait, c'est qu'il dira avoir fait ce choix pour continuer à travailler, sans se rendre compte de l'aspect collabo du journal. Hergé, il était assez défaitiste et fataliste par rapport à l'occupation. En fait, il disait c'est comme ça, maintenant il faut apprendre à vivre avec. Super. Voilà, c'était bon état d'esprit. C'était un peu l'état d'esprit d'Hergé à l'époque. Et d'ailleurs, en plus, on pourra aussi dire que la guerre s'est jamais mentionnée dans aucune histoire de Tintin. Clairement, c'est un événement, ça n'a jamais existé. Alors moi, perso, j'ai retrouvé mention d'un article dans un article de 2016 du Nouvel Obs intitulé « Hergé a-t-il été ou non facho ?» Un passage d'une lettre de 1941, donc là on est en plein dans la guerre, où il écrit « Je ne suis ni germanophile, ni anglophile. J'avoue cependant que la notion d'ordre nouveau me plaît. Même si l'Allemagne choisissait de nous réduire en esclavage, j'aurais au moins la conscience tranquille et je pourrais me rendre cette justice que je n'aurais rien fait pour empêcher cette collaboration de se réaliser. » Perso, moi ça, je trouve que c'est une phrase de collabo. Ouais. Voilà. C'est mon avis, je le donne comme ça, mais t'écris ça en 1941, tu peux pas dire « Désolé, je savais pas que c'était la guerre. » Si, on est en plein dedans. Désolé, je savais pas que je travaillais pour un journal collabo. Bah si, mec, t'as fait des pieds et des mains pour t'y retrouver. T'es censé être un homme éduqué, quoi. Ouais, voilà. Alors là, on a qu'une citation dans toute une lettre, un peu sortie de son contexte, etc. Je vais dire, le Nouvel Obs, je trouve que c'est peut-être une source relativement fiable. J'ai pas été piocher ça sur Internet n'importe où. Mais bon, je sais pas, comme document historique, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, pour moi, ça me donne juste une idée d'une pensée du gars, quoi. À un moment donné, relativement critique. Quand, à l'époque, justement, il y avait plein de gens de son entourage qui étaient soit des résistants, qui essayaient justement de combattre l'occupation, qui lui disaient « Ne fais pas tout ça, tu vas t'en mordre les doigts, etc. » Et qui lui disaient « Ouais, me faites pas trop chier avec ça, je suis bien là où je suis. » Je trouve que ça, c'est une attitude vraiment de collabo. Ouais, il dira plus tard que c'était le roi qui avait demandé à ses compatriotes de continuer de travailler. Bon.
Et il dira aussi, quand il essaiera plus tard de prouver qu'il était du bon côté, qu'il suffit en fait de regarder son album Le Sceptre d'Ottokar, dans lequel il dit que la Baudurie, donc les méchants de l'histoire, sont une métaphore sur plein d'aspects du Troisième Reich, notamment le méchant qui s'appelle Müller, qui serait une contraction de Mussolini et Hitler. Et que du coup là, comme ils sont clairement critiqués dans l'album, en fait c'était pour critiquer la montée du nazisme en Allemagne. Bon, c'est facile, monsieur. Après, c'est vrai que petit, là je repense un peu aux histoires avec Tintin dans le dessin animé. Müller, moi je l'associe à un Allemand comme ça. Donc, donc ça marchait. Ça marchait. Ce qu'il a voulu faire chez moi, ça a marché petit. Maintenant, avec du recul, je me dis, ça manque quand même un peu de mâche, tout ça, pour justifier toutes ces actions. Oui, puis pourquoi tous les pays que Tintin visite sont des vrais pays, sauf la Moldavie et la Baudurie, qui sont donc... La Bordurie. La Bordurie, oui, qui sont donc les méchants. Ah ben, c'est pas un vrai pays. Enfin, tu vois, genre, c'est que des vrais pays, sauf ça, quoi. Ouais, c'est quand t'as pas envie de prendre possession sur des méchants et des gentils. Oui, ben voilà. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas si simple parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont accablants. Il y a beaucoup de choses où lui, il s'est défendu de certains trucs. Donc c'est quand même compliqué de dénouer le vrai du faux. Nous, ici, on vous pose ce qui est notre avis. Hein. Ouais. Après, vraiment, c'est un sujet qui est ultra compliqué. Et c'est pour ça que c'est aussi polémique, le cas RG. Et qui a été aussi orienté à travers le prisme de ce qu'on a lu. Donc vraiment, encore une fois, personne n'a fait une thèse autour de l'œuvre d'Hergé, ni de sa vie, ni de toute son histoire, et n'est allé... recouper. Il y a un bouquin que j'ai lu où un des gars a été rechoper tous les éditos, il y en a plus de 20 000 je crois, du petit 20e. Et à ce moment-là, il est allé rechercher plein de phrases, plein de trucs pour essayer de recompiler sa pensée en fonction de ce qu'il écrivait dans un journal de jeunesse. T'écris pas toujours ce que tu penses. T'écris pas toujours donc forcément, c'est toujours un peu orienté. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est toujours sujet à interprétation. Donc forcément, là, essayer de prêter des actions et de dire, ouais, en fait, lui, il était de tel côté ou de tel côté quand on parle de sujets aussi fâcheux, bah c'est vraiment un jeu d'équilibriste, quoi. Il faut pas tomber ni d'un côté ni de l'autre trop vite. Bon, ces histoires-là, mises à part, les années 40, c'est quand même une période importante pour Tintin. Parce qu'on l'a dit, la première histoire publiée dans Le Soir, c'est le crabe aux pinces d'or et non pas l'or noir qu'il a dû mettre de côté. Et en fait, c'est la première histoire où Tintin est prisonnier dans un bateau et il fait la rencontre d'un certain capitaine Haddock. Capitaine Haddock, évidemment, personnage qui deviendra culte, peut-être même plus culte que Tintin. Dès son apparition, la dynamique des histoires de Tintin, elle change. Ouais. Parce que Tintin, il faut le dire, et même Hergé le disait lui-même, hein, que c'est un peu une coquille vide. Ouais. Le mec, il a pas vraiment de personnalité, il a pas vraiment de look, il a pas, enfin, tu vois. Il a sa mèche. Voilà. Il a sa mèche et son petit pantalon de golf. Ça, c'est les deux trucs qui vont faire que c'est vraiment hyper caractéristique. Tintin, tu le reconnais grâce à ça. Et son petit clébard à côté de lui, voilà, ça c'est ça Tintin en fait au final. Et sa capacité de régénération corporelle digne d'un super-héros. Ça, on va en reparler plus tard. Ouais, c'est clair. Bah, avec Haddock, évidemment, dès que t'as un personnage qui a des défauts, bah, ça devient un peu plus intéressant. Même si moi, j'ai jamais trop bien compris l'alchimie entre un jeune reporter et un vieux loup de mer. J'ai toujours trouvé que c'était un meilleur ami chelou pour Tintin d'avoir un vieux loup de mer. Ouais. Bah, vous savez d'où il vient ce capitaine Haddock à la base? C'était quoi l'inspi du capitaine Haddock? Donc le capitaine Haddock, il a vraiment existé. Et en fait, le capitaine Haddock, c'est à l'époque le capitaine qui a commandé le célèbre RMS Titanic. Ah, ça vous dit quelque chose? Oui, ouais. Bah en fait, il a été sur ce bateau. Il l'a commandé pendant tout un temps, mais au moment du drame, c'est pas lui qui était là-dessus, puisqu'il était capitaine à bord du RMS Olympique, qui était en fait le bateau jumeau du Titanic. Et lors de la catastrophe du Titanic, le capitaine Haddock, donc à l'époque, le Titanic reliait l'Angleterre aux USA, et les bateaux, ils se partageaient la traversée. Il y en avait un qui était d'un côté, l'autre de l'autre, et ils se croisaient à des moments différents. On partait pas systématiquement en même temps. Au moment où la catastrophe du Titanic a lieu, eh bien, c'est le capitaine Haddock qui a alerté en fait tous les autres bateaux du drame et qui a essayé d'aller au secours de son vaisseau jumeau. D'accord. Contre toutes les exclamations des autres, puisque en fait on lui disait n'y va pas, c'est trop tard, ils sont déjà tous morts. D'autres bateaux étaient déjà plus proches que lui à ce moment-là. Il a quand même voulu y aller. Ça l'a un peu traumatisé parce que en fait il s'est rendu compte que il
Il y avait une marée de cadavres gelés qui flottaient à ce moment-là quand il est arrivé. Donc c'est une image un peu qui l'a hanté comme ça. Et voilà, et donc ce capitaine, lui, a vraiment existé. C'est un vieux loup de mer, mais c'est un vieux loup de mer qui a aussi connu des tragédies un peu comme le Haddock, même si lui bossait pour la marine marchande. C'est ça. Ouais, Haddock, pourquoi c'est le pote de Tintin ? Parce qu'il faut bien que Tintin ait des amis, parce que bon... Sinon, au bout d'un moment, il va commencer à être dépressif, le bon gros Tintin. Non, je sais pas, c'est bizarre, effectivement, comme amitié et comme personnage. Bah, vous trouvez vraiment ? Parce que moi, je pense que, en fait, à partir du moment où t'as un personnage qui est hyper lisse, hyper fluide, super malléable et tout ça, si tu veux créer un équilibre, il va falloir lui inventer son contraire. Ce qui va devenir un peu sa partie complémentaire, celle qui lui manque. C'est-à-dire le personnage rugueux, qui râle tout le temps, qui est contre tout. Bien sûr, mais en fait, ce que ça amène. C'est juste surprenant de savoir que son pote, déjà, c'est un loup de mer. Et en plus de ça, il y a quand même une différence d'âge qui est énorme parce que Tintin, il est censé avoir 16 ans. Ouais. Et le capitaine Haddock, je sais pas, il doit avoir 45 ans, un truc comme ça. Moi, j'aurais même peut-être plus qu'un cinquantaine. Ouais, c'est ça, donc c'est assez curieux. Et en plus, pour ajouter à la non-alchimie, il se vouvoie. Ouais, mais ça pour moi c'est juste le syndrome d'une époque où les gens étaient super polis, ou même dans des échanges où ils s'insultaient avec classe. Tu vois, il y avait un truc comme ça, et je trouve que ça transparaît même encore dans les dessins animés très fort. C'est toujours assez classe. Ils se tapent dessus, mais avec classe. Ouais. Ils sont méchants l'un envers l'autre, mais avec un peu de style. Hergé était vraiment à la chasse à la vulgarité, comme il le dit lui-même. Ouais. Donc là, il y a vraiment un truc comme ça où ces deux personnages, les insultes du capitaine Haddock, elles sont quand même un peu stylées. Ouais. C'est des insultes d'érudits pour un vieux loup de mer. Il te lâche quand même plein de mots qui sont complexes. Ça demande un vocabulaire assez fourni quand même pour te lâcher cette quantité d'insultes. 1000 milliards de 1000 sabords. Ça m'a surpris. Ouais, 1000 milliards de 1000 sabords. L'inflation, on parlait, parce que parfois c'est en millions, parfois c'est en milliards. L'inflation du sabord. Oui, le cours du sabord. Le cours du sabord au cours des épisodes de Tintin a explosé, quoi. Bon, donc moi j'aime bien le capitaine Haddock. Oui, moi j'aime bien aussi. C'est un personnage vraiment cool. C'est un peu le personnage avec des défauts aussi. Oui, c'est ça, et tout de suite ça rajoute un petit peu de dimension. Il est colérique et alcoolique, ça rajoute quelque chose, quoi. Ah, vous savez quel alcool il boit ? Le whisky. Le Loch Lomond, bien sûr. Le Loch Lomond. J'ai essayé d'en trouver pour cette podcast et je l'ai pas chopé. Ça n'existe pas. Ça existe, bien sûr. Le Loch Lomond comme whisky. Le whisky Loch Lomond existe. À consommer avec modération. Je voulais vous faire goûter un peu du whisky du capitaine Haddock, bien sûr, à consommer avec grande modération. Déjà au prix de la bouteille, je vous aurais pas filé toute la bouteille. Mais évidemment, ça existe, ouais, ça existe. Donc à partir de maintenant, le capitaine Haddock, c'est un personnage récurrent. Il est là dans toutes les BD de Tintin, même dans la suivante, L'Étoile mystérieuse, en 1942. Et c'est à ce moment-là que Casterman, la maison d'édition, va faire savoir à Hergé leur souhait de faire face à la pénurie de papier créée par la guerre en publiant les albums de Tintin sous un format fixe de 62 pages, mais en couleur. Tintin. Quand même cool. Hein. Donc Hergé va s'atteler à réorganiser un peu ses propres histoires pour essayer de fitter avec ça. Donc le Lotus Bleu, il faut se dire que c'était 120 pages. Ouais. Et il fallait les remettre au format. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose un peu, cette histoire de papier ? Vous vous souvenez ? Non, pas du tout, moi. Dans Le Seigneur des Anneaux, on en avait parlé aussi. Donc vraiment, la guerre et le papier, ça a été un gros truc. Le Seigneur des Anneaux, ils avaient dû faire 3 bouquins, justement parce qu'en fait, les éditeurs voulaient pas prendre de risques. Ici, c'est la même chose. Casterman, il se dit, mec, le papier, ça coûte super cher. On va pas sortir des histoires de 120 pages comme ça à tour de bras. Déjà, avec 62, ça arrive à être chiant, donc avec 120... c'est vrai. Je sais pas s'ils l'ont dit comme ça, mais peut-être. Et d'ailleurs, Hergé, il va vraiment être débordé parce qu'il va continuer ses histoires de Tintin et en plus, il va devoir s'amuser à reprendre toutes ses vieilles planches et à les réorganiser. Donc, il va faire appel à un de ses poteaux, Edgar P. Jacobs, que vous connaissez peut-être parce que il sera plus tard le créateur de Blake et Mortimer. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Moi, j'aimais bien la marque jaune, tout ça. Je n'en ai pas lu des centaines du Blake et Mortimer. D'ailleurs, Edgar P. Jacobs, ça va être un des autres grands noms de la ligne Claire. Ouais. Hergé va aussi proposer à Casterman de le soulager un petit peu en leur proposant de devenir gestionnaire des droits de Tintin dans le monde. Tiens. Donc les albums, la publication dans les journaux et les produits dérivés. Kevin Eastman sort de ce corps. Sauf que, référence à notre épisode sur les Tortues Ninja, il faut avoir les refs. Ah ouais, là maintenant je suis en mode full ref. Hein. Et vous aussi, si vous nous avez écouté jusqu'ici, vous êtes censés pouvoir suivre tout ça. Il y aura une interro à la fin. C'est ce que j'allais dire. Oh non, je vais avoir 0. Casterman va refuser, préférant se limiter à l'édition d'albums.
Donc Casterman, visionnaire ou pas, je sais pas trop. Ouais, bah dommage, parce qu'il aurait pu mettre la daronne à l'abri. Ouais, ils reviendront sur leur position plus tard, quoi. Oui, de toute façon, c'est encore eux qui sont détenteurs des droits des albums. On reviendra évidemment sur les droits de Tintin parce que c'est un sacré bordel. Ouais, c'est chaud. Et c'est dans cette période comprise entre la guerre, les soupçons ou pas soupçons de collaboration, le travail acharné que sortent certains des plus grands albums de Tintin, en tout cas des plus célèbres. On a cité l'Étoile mystérieuse avec sa couverture célèbre avec l'immense champignon. Mais on peut aussi penser au diptyque, un des plus connus de Tintin, qui est Le secret de la licorne et Le trésor de Rackham le Rouge. Qui a vraiment existé, hein, Rackham. Exact, ouais. Ouais. On peut un petit peu s'arrêter sur ces albums parce que c'est ceux où apparaissent les personnages les plus célèbres et là où tout le lore de Tintin apparaît, quoi. Bah déjà, on apprend le passé du capitaine Haddock, avec son aïeul. Chevalier de Haddock, le trésor au fond des mers, le sous-marin requin. Oui. Incroyable, les gars, le sous-marin requin. On en parle 2 minutes de sous-marin requin. Ah, je trouve que c'est clairement une des images que je préfère de Tintin. Bah déjà, si tu fermes tes yeux et que tu penses à Tintin, tu peux penser à plein d'images, mais soit tu vas... Probablement, la majorité d'entre nous vont penser à la fusée ou à ce requin. Complètement. Tu vois, c'est quand même des trucs qui reviennent direct quand ils pensent. Je revois cette couverture du requin sous les mers avec les algues, le Tintin à l'intérieur et tout ça. Elle est géniale. Ce vaisseau est incroyable. Il faut savoir que, et on vous le mettra dans un lien quelque part sur nos réseaux et sur le Discord, qu'il existe un kit Lego où t'achètes un panda. Et tu peux faire avec un Rebrickable. Donc Rebrickable, c'est une façon de revoir un peu les notices Lego. Pirate, quoi, du coup. Et tu peux te faire le sous-marin. Et il est vraiment... Quand même cool. Ouais, il est quand même vraiment précis. En plus, il est vraiment stylé, quoi. Donc, je trouve ça assez classe. Et je trouve que c'est là que ça prend aussi une dimension pulp, un peu comme ça, un petit peu science-fiction, fun. Bah, c'est là, pour le coup, on parlait d'aventure et d'exploration et tout ça. Alors, ça n'a plus rien à voir avec une histoire de reporter que d'aller faire du sous-marin dans un requin. Oui, d'ailleurs, reporter, en fait, la seule fois où il écrit un reportage, c'est dans Tintin chez les Soviets. Hein, c'est des salades. Après, c'est fini. Après, c'est fini. C'est clair. Si de temps en temps t'as une petite une qui apparaît avec lui qui vient le célèbre reporter, mais c'est jamais lui qui l'a écrit. C'est jamais lui qui l'a écrit, c'est ça. Donc voilà, c'est hyper drôle. Mais bon, après voilà, ça reste un truc où l'aventure elle est hyper présente. Moi je la kiffe vraiment bien, moi, cette histoire. Ce diptyque, je trouve qu'il est quand même cool. Le diptyque est cool. En fait, moi ce que j'aime le plus chez Tintin, c'est les couvertures. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que et les couvertures récentes en plus, parce qu'avant c'était pas juste ça avec l'illustration grande que c'est à quoi ça ressemble maintenant. Mais en fait, parce que le trésor de Rackham le Rouge, donc il y a ce truc avec le sous-marin. En fait, le sous-marin n'a jamais été aussi beau que sur cette couverture, parce que dans la BD, c'est plus petit. Ça apparaît dans plus petit, 3 planches, plus petit. Vite fait, quoi. Mais du coup, il est marquant, quoi. Il est hyper marquant. Il est complètement marquant. Et parlons un petit peu de la personne qui l'a construit, ce sous-marin, parce que ce diptyque de la licorne, c'est aussi l'apparition d'un certain professeur Tournesol. Trifon, quel prénom de merde. Est-ce que c'était un vrai nom, j'imagine, Trifon? Ouais, Trifon est un vrai prénom. Ça, c'est old school, ouais. C'est très, très, très old school. Désolé à tous les Trifons. Et alors, je dois bien le dire, moi, de tous les persos de Tintin, Tournesol, c'est celui que je préfère. Ouais, clairement. Ouais. Parce qu'il est marrant, il a ce truc, évidemment, on le connaît, hein, il est sourd. Et alors, j'aime bien que ce soit un running gag qui est tenu tout le long. Il vient de me jeter un regard, là, Taza, je sais où il va en venir. Mais donc, évidemment, Tournesol, il répète toujours le contraire de ce qu'on lui a dit, il comprend jamais rien. Et alors, j'aime bien que ce soit pas toujours très, très appuyé, que ce soit toujours un petit peu des blagues fines où en fait quelqu'un dit quelque chose, il est ah oui non pas du tout, et en fait il dit le contraire. C'est quelque chose qui est quand même assez unique à Hergé, ça crée un rythme comique qui est quand même assez cool. Ouais. Moi il joue au con. On le sait très bien qu'il joue au con. Tout donc, le monde le sait. Le professeur Tournesol entend très bien. Il entend parfaitement. Il entend ce qu'il a envie d'entendre. Et vraiment, croyez-moi, je sais faire la même chose que lui. Donc vraiment, je vois très bien ce que c'est d'être le Trifon. Puis après, c'est un vrai génie. Je veux dire, ce sous-marin, une folie. Et bon, plus tard, la fusée aussi. Et puis le courageux aussi, finalement. Ouais. Et son appareil à ultrasons qui servira d'arme aussi. Quand je vous dis que je peux faire pareil, j'ai pété récemment une lampe juste en hurlant. Juste en hurlant. Dans deuxième épisode Godzilla, il nous a fait péter une lampe. Voilà. Bon, après, il y a aussi l'apparition d'un lieu assez culte dans Tintin. Qui apparaît dans ce diptyque également. Ouais, c'est Moulinsart. Ouais. Alors, Moulinsart, est-ce que vous saviez que c'était un ancien domaine qui a vraiment existé, pour le coup, qui existe vraiment. Et donc, c'est un domaine du XVIIe siècle.
comme décrit dans l'histoire, donné à un de ses ancêtres, que Haddock avait complètement oublié, et qui va devenir la résidence officielle du capitaine, un peu la base de Tintin et de Tournesol. Ça, je trouve ça assez cool, c'est leur Batcave, quoi. C'est ça, donc en fait, c'est le capitaine Haddock qui va hériter du château de Moulinsart. Et de Nestor, l'employé, le majordome. Ouais, c'est ça. Il hérite de Nestor avec le château, quoi. C'est quand même Nestor, il vient avec les meubles. Hein. Il est là, on lui a pas demandé, en fait. Non, c'est clair, ouais. D'instinct, c'est fourni avec. Putain, il est pire qu'Angurius. C'est ça, c'est les prestations de service de Moulinsart. C'est quand même quelque chose d'assez stylé. Donc, c'est un grand château classique avec des caves, des souterrains, des pièces secrètes. Ça servira de décor dans pas mal de BD, notamment dans la Castafiore, où c'est vraiment le lieu où tout va se passer. Il y en a d'autres aussi, dans les 7 boules de cristal, il y aura pas mal de trucs qui vont se passer dedans. Donc c'est un décor qui servira de base dans plusieurs histoires. Et derrière tout ça, il y a un modèle très concret qui existe, c'est le château de Chevigny, en Loire-et-Cher. Et dont Hergé a un peu simplifié la façade pour coller à son style Linkler, histoire de ne pas avoir beaucoup trop de détails, qui aujourd'hui accueille encore une exposition, Les Secrets de Moulinsart, qui reconstitue en fait plusieurs pièces du château de la BD dans ses murs. Donc c'est assez cool, ça doit être sympa à aller voir pour le coup. Ouais, et puis si vous voulez voir entre guillemets une grande représentation du sous-marin, vous pouvez aller au musée Hergé. Ouais, en Belgique, donc On peut rentrer dedans? Non. J'aurais bien voulu, j'aurais dû essayer. Et donc Haddock, progressivement, ça devient un peu le personnage principal. Ouais. C'est que toutes les histoires tournent autour de lui. D'ailleurs, tu vois, le diptyque de Rackham le Rouge, c'est son histoire familiale à lui. Ouais. C'est lui qui hérite du château à la fin, alors qu'il a rien demandé. Le mec, il se retrouve avec un château. C'est un vieux payé par Tournesol. Payé par Tournesol qui lui offre le sous-marin. Et c'est vrai qu'il lui offre le château. Est-ce que Tournesol est le sugar daddy de Tintin et Haddock? Oula, évidemment. Dans mes lectures prochaine, je pourrais vous dire que Tournesol a eu des rôles assez particuliers avec le capitaine Haddock. Donc, pourquoi pas son sugar daddy maintenant que tu le dis? Ouais. Ah ouais, c'est possible, c'est carrément possible même. Parce qu'à partir de là, Haddock, il change carrément. Il a un petit monocle, il gueule sur Nestor. « Hey Nestor, mon whisky, machin. » Nestor, « Oui, monsieur, machin. » Enfin, Haddock, c'est un transfuge de classe assez costaud. Il s'y est fait vite, la belle vie, c'est... Voilà. Nouveau riche. Clairement, euro-million style, quoi. Le mec, il a chopé. Son whisky, il ne peut plus à la bouteille, il le boit dans des verres. C'est ça. Donc revenons à la vérité véritable. Après la fin de la guerre, Hergé va devoir faire face aux conséquences de sa publication dans le Soir Collabo. Et une enquête va être ouverte sur lui, l'interdisant même de publier dans des journaux pendant la durée de l'enquête. Et c'est une période qui va vraiment mal vivre et qui va semer les graines d'une dépression qui va plus jamais le quitter. Il faut savoir que notamment, il va dire que le Soir Collabo, il était entré pour continuer de travailler. Donc là, on l'interdit de travailler. Donc, entre guillemets, on l'interdit de faire ce qu'il aime. Bon, effectivement, on peut comprendre qu'il le vive mal. Après, mec, regarde ce que t'as fait. C'est le moment, effectivement, de passer un peu au jugement. Comme dit précédemment, il va se défendre en disant regardez, lisez mes précédents albums, on voit bien que j'étais pas content, j'étais pas nazi, regardez, oh là là, j'ai fait un mini-strip où j'ai marqué que Hitler était un fou sur un mur, je suis un peu un rebelle, et regardez Raymond Leblanc avec qui je vais potentiellement travailler, lui c'était un résistant, et regardez le dernier rédacteur en chef du Petit 20e, c'était plus un fan de Mussolini, c'était aussi un résistant, donc, et c'est bon maintenant, non, bon. Ouais, c'est en ça qu'il y a des pincettes à prendre, mais que tout n'est pas acheté chez lui non plus. Mais bon, voilà, c'est délicat, quoi. Et effectivement, son prochain, celui qui va un peu lui offrir la rédemption, ça va être Raymond Leblanc, qui va fournir tout ce qu'il faut comme document à la justice, notamment un espèce de certificat de bonnes mœurs, pour dire, c'était pas un nazi, il peut continuer à travailler. Et Raymond Leblanc qui va fonder une nouvelle édition. Les éditions Yes, avec André Sinave, qui a l'idée en fait de créer un périodique jeunesse qui dans le style du Petit 20e. Ouais, qui lui ne paraîtra plus. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on arrête ça. Avec Tintin comme figure de proue, ça tombe bien. Ça coïncide avec la fin de l'interdiction pour Hergé de publier. Ouais. Donc, quelque part, vie retrouvée pour lui. Sauf que Yes, c'est une petite structure qui manque de moyens. Donc, Raymond Leblanc, qui a plus le profil de l'entrepreneur, quitte Yes et fonde avec Georges Lament les éditions
Le Lombard. Le Lombard, on en a beaucoup parlé dans notre épisode consacré au Schtroumpf. Maison d'édition qui existe encore maintenant, qui cartonne encore maintenant. Qui cartonne encore maintenant. Retenez bien, il y avait une interro à la fin de l'épisode, n'oubliez pas. Donc voilà, on est en 1946. Le Lombard édite le premier numéro du journal de Tintin. Ce sera un hebdomadaire qui paraît tous les jeudis. Dedans, on va y retrouver Tintin qui entame, alors à ce moment-là, son aventure Le Temple du Soleil, mais aussi des séries comme Blake et Mortimer. Donc ça, c'est Jacobs. Michel Vaillant, on en parlait aussi. Papa, on en a parlé aussi. Dans notre épisode sur Astérix. Voilà. Franquin aussi sera édité pendant un court moment dans le journal de Tintin. Pendant son Modeste et Pompon que je ne peux que recommander à tout le monde. Donc, on va pas se mentir, le journal de Tintin à cette époque-là, il a quand même des sacrés arguments, puisqu'il y a pas mal de bonnes BD qui vont être en parution dans ces numéros. Chaque numéro commence d'ailleurs par un petit paragraphe édito signé par Tintin lui-même. Marrant. Sympa, ouais. Ouais, cool idée. C'est peut-être les seuls trucs qu'il aura écrit dans un journal. Tintin. C'est un gros succès. Directement 60 000 exemplaires du premier numéro partent en quelques jours. Hergé va toucher 5 000 francs par page. Francs belges, bien sûr. Ouais, mais les gars, c'est pas mal. 5 000 francs belges. Alors, 1000 francs belges, à l'époque, quand on est passé à l'euro, ça valait 25 €. Voilà. Donc, 5 000 francs, c'est quand même beaucoup. En 1946. C'est 125 €. En 1926, par page, 125 € par page, même encore maintenant, je trouve que c'est vraiment pas mal payé, quoi. Alors que les autres auteurs, ils touchent 1000 francs. Ouais. Donc eux, ils touchent 25 €. C'est la star en même temps, Hergé. Ouais. Oui. C'est la star, donc ils touchent 500%. Bon, par contre, on l'a dit, sa dépression et le surmenage le guettent. Le Temple du Soleil, ça va être interrompu pendant un moment. Ça va être difficile, quoi. Mais en parallèle de ça, donc le journal de Tintin, ça va devenir culte, notamment avec son slogan pour les enfants de 7 à 77 ans. Qui a un 77 ans, bien sûr. Merci, je l'attendais. Je savais qu'il allait vraiment, le dire. on s'est retourné pour voir s'il allait le faire. Hein. Moi, Je j'ai pense à vous. hésité, même à le pré-shot, moi. Non, il faut lui laisser. Ça, on lui laisse. Je suis avec vous, méga sûr français. C'est moi qui suis à moitié français, en plus, c'est moi qui devrais le faire. Mais bon, il y avait un petit côté premier de la classe dans ce truc du journal de Tintin, et tout le monde devait respecter un certain style, notamment la ligne claire. Et la rédaction est super attentive à la vulgarité. Donc on a dit Hergé, voilà, les insultes du capitaine Haddock qui sont très classe d'un côté, mais sinon tout le reste c'est niette. Voilà, pour repasser aussi, Hergé, on l'a peut-être pas dit, mais c'est un catholique vraiment à fond, quoi. Mais bon, à cette époque, on est vraiment dans l'âge d'or des périodiques de BD. Et avec la concurrence qui commence à arriver, donc le journal de Spirou, le journal de Mickey, puis Pilote, donc avec Astérix notamment Pilote. Et le journal de Tintin va doucement s'ouvrir, voilà, et se détendre un petit peu, parce que bon, faut pas déconner quand même, grâce à Greg, le rédacteur en chef, mais aussi le créateur d'Achille Talon. Donc le journal de Tintin, c'est quand même un gros succès. Ouais. Ça va paraître jusqu'en 1988. La fin des années 80, c'est un peu une période compliquée pour les périodiques BD qui doivent lutter contre l'explosion de la télévision, des dessins animés et aussi les débuts du jeu vidéo. En quelques années disparaissent le journal de Tintin, Pilote avec Astérix, mais aussi Métal Hurlant, même si c'est un peu moins jeunesse quand même, Métal Hurlant. Heavy Metal. Le retour du journal de Tintin, c'est un peu un marronnier. C'est vrai que de temps en temps, le sujet revient sur la table. Ils vont relancer le journal. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant, mais on y croit toujours. L'occasion pour moi de remercier Tom, qui écoute certainement cet épisode et qui m'a filé le numéro collector sorti en 2023 pour les 77 ans des éditions du Lombard. Numéro de 777 pages avec quelques infos à l'intérieur. Ça se trouve encore en librairie, c'est une immense bricasse. Hommage au journal de Tintin de l'époque. Pour ceux que ça intéresse, c'est relativement intéressant. Merci Tom pour ce prêt. Notre gars sûr. Notre gars sûr. Le prêt de notre gars sûr. Encore quelqu'un qui n'existe pas. Si, il existe. Donc à partir de 1946, Tintin paraîtra dans le journal de Tintin, évidemment. Le Temple du Soleil, première histoire. Puis la reprise de l'histoire qu'il avait dû interrompre au début de la guerre, Tintin au pays de l'or noir, qui sortira évidemment avec ces espèces de Dupont avec les cheveux de toutes les couleurs ultra longs, là on se souvient. Qui prennent l'espèce de potion. Ouais, c'est ça. Là, on commence à avoir pas mal d'albums sur le dos. Nous, on a tout relu. On peut en extraire un petit peu la recette Tintin. Ouais, c'est un classique, quoi, la recette Tintin. Tintin se balade dans la rue. Ouais. Quand soudain, il trébuche. Ouais.
il trébuche parce que un mystérieux personnage encapuchonné marche un peu vite et ne fait pas attention à Tintin. Tintin décide donc de le poursuivre parce que ce monsieur a fait tomber un bic de sa poche. Mais le monsieur ne se fait pas rattraper, donc Tintin lit le bic. Oh mon Dieu! Il est marqué Algérie sur son bic. C'est ça, une adresse. Tintin va donc en Algérie, mais dans l'avion, il se fait chloroformer. Du chloroforme. Du chloroforme. Et donc il n'arrive jamais vraiment en Algérie. En fait, l'avion se fait détourner. Il arrive en Tunisie et là-bas, il va détricoter un complot de détournement de quelque chose, de drogue, parfois, ouais. d'armes, Souvent la drogue. d'humains. Ouais, souvent la drogue, les armes et les gens. Mais Tintin arrive à s'échapper. Alors il se le retrouve dans le désert. Avec plein de petits, vous savez, les petits rats du désert, là, ou les petits fennecs, là, n'importe quoi qui habite là-bas. Et Tintin va finir par les comprendre, parce qu'il va apprendre la langue des fennecs. Et il va l'apprendre en écrivant dans la sable des trucs, les fennecs qui vont le diriger. Qu'est-ce que t'as foutu de Milou dans tous ces histoires? Mais Milou, il le suit, mais attends. Milou doit aller sortir de la merde aussi, vrai, oubliez pas ça. Attends, oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, donc, voilà, les fennecs vont l'amener dans une ville, mais là, les méchants sont ils sont là, donc ils vont choper Tintin et le ligoter. Et là, Milou, que les méchants ont ignoré, va finir par le rejoindre, grignoter la corde. Grosse erreur. Voilà. Énorme erreur. Et Tintin pourra de nouveau se libérer, mettre des coups de poing à ces méchants. Les Dupont arrivent, empêchent Tintin d'atteindre le mec qu'il était en train de poursuivre. Je fais tout en impro, mais on dirait une vraie BD de Tintin. Voilà, c'est comme ça, quoi. Ce que je peux résumer de la démence qui vient d'arriver à Gredu, c'est que toutes les péripéties de Tintin, elles sont toujours réglées par la chance. Ouais. Tintin, il est tout le temps embarqué dans des histoires juste parce qu'il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Ouais, c'est clair. C'est un truc de ouf. Des trucs qu'il dépasse complètement à chaque fois en plus. T'as envie, mêle-toi de tes fesses, mec. T'es pas invité, mon gars. T'es pas invité. Pourtant, t'arrives à te retrouver tout le temps à des endroits complètement improbables. Au fond des mers, dans l'espace. Si vous invitez Tintin à une soirée, il y a possibilité que sur le chemin, il soit pas embarqué dans un délire. Ah mais c'est il arrive jamais en fait. Ça il arrive jamais à destination. C'est lui qui devait ramener le gâteau et en fait c'est foutu. Tu t'auras jamais de dessert. Ah ça doit être relou d'être Tintin. Tu sors t'acheter un Coca au night shop à côté, et tu te retrouves embarqué avec des dealers de drogue à l'autre bout du monde, en Biélorussie. Mais ouais. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas où est ton pote. Tu te retrouves sur la lune. Genre merde. L'empreinte carbone de Tintin. Ouais. Ah ouais. Vrai sujet. Ouais. Sujet d'étude. L'empreinte carbone de Tintin, ça doit être un truc de malade. Il a pris des bateaux, des sous-marins, des fusées, des motos, des bagnoles, enfin... Ouais, complètement. C'est monstrueux. Et il a pris plein de langues, parce qu'il parle combien de langues, Tintin? Une seule, en fait. Non, mais il parle aussi le chien. Il parle l'éléphant aussi. Il parle l'éléphant aussi, c'est vrai. C'est vrai, il parle l'éléphant. Il parle le Milou et l'éléphant. Il parle l'éléphant, quoi. Ouais. Alors, petit trivia Tintin. Sachez que dans la première moitié des histoires de Tintin, donc une douzaine de BD, Tintin prononce 17 fois la phrase « cette fois je suis perdu ». Dans l'ensemble des histoires, donc dans les 23 BD de Tintin... Les 23 complètes. Les 23 complètes, Tintin perd connaissance environ 50 fois. Normal. Assommé ou chloroformé. Ça expliquera beaucoup de choses. Dont 8 fois rien que dans le Lotus Bleu. C'est vraiment au début de ses aventures. Hein, donc j'ai une théorie là-dessus. Oui, parce qu'on peut souligner quand même que Tintin a un total de 118 traumatismes crâniens. Ce qui, normalement, ne laisse personne de normalement constitué. En plus de ses 33 accidents de voiture. Et il marchera toujours aussi bien, il arrivera toujours à aussi bien courir, il est toujours ceinture noire de jiu-jitsu. Bah oui. Et ce pauvre Milou, qui sera ivre 10 fois tout au long des histoires de Tintin. Qui va lui aussi très bien, pas de problème. Pas souvent faim, Milou. Non. Un petit os et c'est réglé. Plutôt soif, ouais. De temps en temps, un petit sniff de chloroforme quand il faut. Ouais. Quand vraiment ça devient trop compliqué à gérer, Milou, tu le chloroformes et c'est bon. Franchement, avant qu'on recommence cet épisode, j'appréhendais un petit peu, je me dis putain, il va falloir relire Tintin, il va bouffer du chloroforme, Milou va pleurer sur des rails de chemin de fer, c'est tout le temps. Et c'est vrai qu'on peut quand même ressortir cette recette qui est assez prévisible. En fait, j'ai un peu du mal à me souvenir des différentes histoires parce que c'est un peu tout le temps les mêmes péripéties. Il se fait ligoter, il se libère, il fout des mandales, il se refait ligoter, il se relibère, il refout des mandales.
Il y en a qui sont un peu différentes. Si on prend Tintin au Tibet qui arrive plus tard, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que dans ces épisodes, on va dire de la première moitié de l'existence de Tintin. Rackham le Rouge, le secret de la licorne, t'es un peu là-dedans, mais pas à outrance, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es un peu là-dedans, mais pas à outrance. Par contre, moi, ça m'a poussé à m'intéresser au chloroforme, de beaucoup plus près. Du coup, vraiment, je vous dis, j'aurai une petite théorie à vous présenter plus tard sur les ravages qu'a subi Tintin, je pense. Ouais, mais c'est un truc de fou en tout cas. Genre, il se prend une balle, n'importe où dans le corps, sans déconner, le lendemain, il s'est remis et du coup, il a envie de vengeance. Donc, il va aller essayer de retrouver les personnes qui lui ont mis sa putain de balle. Mais qu'il reste tranquille, gros. Est-ce que Tintin est Wolverine, peut-être? Tintin, c'est complètement Wolverine. C'est sûr. Tout ça, ça nous amène en 1950, lorsque Hergé va décider de s'entourer d'assistants et en fait de toute une équipe. Car oui, il va fonder sur l'avenue Louise à Bruxelles, la classe, monsieur. Les Champs-Élysées belges, Voilà. Ouais. Revenons sur Terre. Oui, non, c'est vrai. Pas du tout. On se faisait la réflexion en y pensant la dernière fois. C'est quand même pas si dingue que ça, l'avenue Louise. Non, je comprends pas la hype sur l'avenue Louise. Non, vraiment, c'est juste le reflet d'une époque un peu révolue maintenant. À mon avis, c'était stylé il y a 100 ans. Mais si tu marches un peu, il y a la Cambre, il y a des bières. Ouais. Mais donc, sur l'avenue Louise, Hergé va fonder les studios Hergé. Et il y a plein de collaborateurs qui vont faire partie du studio et qui parlent d'un patron plutôt sympa, drôle et toujours respectueux, très consciencieux et exigeant, mais jamais sévère. Ouais, ça veut dire qu'il était très très difficile, mais il disait toujours s'il vous plaît. Ouais. Et c'est vrai. Comme Peyo, en fait. Peyo, super exigeant aussi. Ouais, c'est ça. Très... À mon avis, ça doit être un principe pour être chef d'atelier dans un atelier de BD, quoi. Ouais, mais quand même un peu plus impliqué peut-être que Peyo dans les dessins, parce que c'est lui qui va continuer de dessiner Tintin et Haddock, notamment. Ouais. Après, et parfois les méchants aussi, si j'ai bien compris la doc qu'on a lu. Je lu. crois qu'on n'est pas sur le même ratio de BD, quoi. Non, c'est vrai aussi. Bon, et il maintenait une certaine distance et il gardait une grande séparation entre sa vie pro et sa vie perso. Ouais. Parce que là, en fait, il y a aussi le fait que les studios Hergé sont en train de préparer un énorme projet qui va demander des années de préparation parce qu'il veut envoyer Tintin sur la Lune. Avec le diptyque bien connu des histoires de Tintin, Objectif Lune en 1953 et On a marché sur la Lune en 1954. Petit résumé, le professeur Tournesol est engagé pour construire une fusée capable d'aller sur la Lune et choisit Haddock et Tintin et Milou, évidemment, comme astronautes. Bien sûr, les Dupont vont se retrouver par erreur dans la fusée. Normal. Il y avait des places comme ça, on ne savait pas qu'elles étaient là. Alors, vous êtes vraiment là, je sais que vous allez être de mauvaise langue sur cette BD. Il n'y avait pas de place et c'est même le cœur de l'intrigue de On a marché sur la Lune. Mais donc, on peut remarquer un truc, et c'est vrai que là, on n'est pas tous d'accord. Gredu va beaucoup souffler dans tout ce qu'on va dire. Dans le diptyque, on est en train de parler un peu de la justesse documentaire. Donc on en a discuté du fait qu'il se documentait pas mal, etc. Que ça parle de sciences atomiques, de gravité, d'astrophysique, de pas mal de choses comme ça. Alors, on rappellera quand même aussi qu'en 1954, on est 15 ans dans le passé par rapport au moment où l'homme pose un pied sur la Lune. Ouais. Donc vraiment, on est à un stade où il y a une volonté d'écrire ce que moi je vais appeler quand même encore de la science-fiction, c'est de la science-fiction, mais assez précise, une façon d'imaginer le futur des technologies qui sont en train de se déployer petit à petit autour de la société et d'en voir les finalités, quoi. De se dire, ok, peut-être que l'énergie nucléaire, c'est ce qui va nous amener dans l'espace. Ouais. Peut-être que l'homme va pouvoir poser un pied sur la Lune. Peut-être que, là, 15 ans avant, c'est quand même être un peu visionnaire. Faut se dire aussi que, attention, Hergé, il a quand même pas mal pompé dans l'univers de Jules Verne. Ouais. Jules Verne, c'était aussi un méga visionnaire. Les sous-marins, les aventures à travers le monde, les récits de globetrotters, aventuriers, explorateurs, etc. C'est quand même pas mal de choses qui sont connues dans l'univers de Jules Verne. Donc oui, tout ça fait partie un peu de ce qui ressort de ce diptyque. Mais Jules Verne, c'est de la SF/fantasy. Ouais. Ça a toujours été
vendu et pensé comme de l'imaginaire. Pour moi, c'est, même s'il se l'avoue pas, c'est de la SF et de la fantasy ce qu'il vient de faire. Oui. Mais documenté, un truc un peu précis. Il y a une idée. Il y a une idée derrière, il y a une volonté en fait, pas forcément de faire de la science-fiction complètement loufoque, mais d'arriver dans quelque chose où, à la mode de un Christopher Nolan maintenant qui te sort un Interstellar et qui te dit Interstellar, on fait du voyage dans le temps à travers les distorsions temporelles dans l'espace, eh ben c'est une façon de concevoir la science de manière relativement précise dans une histoire de science-fiction. Donc pour moi ça fonctionne et c'est juste un Nolan à son époque, quoi. Il faut se dire qu'à cette époque-là, quand on envoyait des gens dans l'espace, dans les œuvres de fiction, il n'était même pas question de gravité, en fait. Les mecs, ils marchaient dans leur navette, puis après, ils arrivaient sur la planète, ils marchaient sur leur planète. Ici, il y a quand même ce truc, quand ils arrivent sur la Lune, il est question de l'oxygène, qui n'était pas si courant que ça à l'époque. Et il est une question de, les personnages voient que la gravité est beaucoup plus légère sur la Lune, etc. Ça semble basique maintenant, mais à l'époque, ça l'était pas forcément dans la science-fiction. Mais je sais pas, moi, il y a ce truc où ils disent quand même, il dit plusieurs fois que oui, il voulait quelque chose de rigoureux et de sérieux. Mec, c'est un espèce de taré dans un pays qui n'existe pas, parce que la Sildavie, c'est quand même le Wakanda, hein, les gars. Le pays, il n'existe pas. Et ils vont capturer un professeur fou sourd qui va leur dire qu'il a besoin de son marin et de son reporter pour aller foutre dans la fusée, qui vont même pas vérifier avant de partir parce qu'il y a les Dupont cachés dans la cale. Mais il n'y a pas que les Dupont, hein, parce qu'il y a aussi le méchant du tome 2 qui est là dans la cale avec. Et genre, ça n'a aucun sens. Et moi, je veux bien que ça soit la SF. J'adore la SF. Je suis un SF zouz. Mais mais là, tu parles des personnages et tu parles de l'intrigue. Tu parles pas forcément des détails techniques qu'il a amenés dans. Techniques. Et la fusée, elle est à la fois trop petite et trop grande. Alors, c'est gentil d'avoir un plan. Elle est bien redessinée plusieurs fois parce qu'effectivement, oh là là, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont fait créer une maquette qui est d'ailleurs visible au musée Hergé à Louvain-la-Neuve. Non, mais c'est un truc miniature. C'est très stylé et c'est très cool. Je dis pas qu'ils ont pas travaillé. Je dis juste qu'au bout d'un moment, ils sont partis dans la fiction. Alors arrêtez de dire que c'est réaliste. Genre, dans une des sources que j'ai utilisées, qui s'appelle Tintin, le rêve et la réalité, des origines de la création de Tintin, donc ça, c'est le titre du livre, il est marqué littéralement l'exactitude quasi prophétique de cette histoire. Mais de quoi il parle ? De quoi il parle, l'exactitude ? Ce truc a été écrit après dans les années 2010, ce machin a été écrit. Prophétique, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire que, en gros, le mec, il a annoncé qu'un jour, l'homme posera un pied sur la Lune. Et il avait raison 15 ans avant. L'exactitude quasi prophétique de cette histoire. Oui, parce que... De quoi il parle ? Parce que si, effectivement, on a posé un pied sur la Lune sans être complotiste, on se dit que, il y a Hergé qui l'a imaginé dans une histoire il y a 15 ans. Mais j'entends que Gredu reproche à Hergé de pas vraiment être allé sur la Lune. Ouais, c'est ça. Et de pas avoir lui-même construit Fais de la SF, mec. Fais de la SF. Il n'a pas fait partie du programme Apollo de la NASA. Dire que c'est réaliste et arrêtons là tous les gars qui font des musées ou qui écrivent des livres sur Tintin de dire que le mec avait raison de A à Z. C'est une folie de dire ça. C'est pas ça qui est dit. Moi je pense que si on prend ce qui a été fait avant ça, parce que même l'Odyssée de l'espace qui est aussi ce qu'on considère comme un des grands piliers de waouh, c'était ultra réaliste avant qu'on aille vraiment qu'on aille plus loin dans l'espace, etc. D'ailleurs, c'est pas Stanley Kubrick qui a tourné. Oui, tout à fait. Mais même l'Odyssée de l'espace, qui est considéré comme un des piliers de la SF réaliste, c'est quand même 10 ans après Objectif présenté Lune, comme de la SF. Mais là aussi, moi, s'il se l'avoue pas, on peut l'avouer pour lui. D'accord. Il s'est pas avoué plein de trucs tout au long de sa vie. Mais en fait, on touche à un des trucs qui me frustre avec Tintin, c'est aussi au niveau des sources qu'on a dû utiliser pour préparer cet épisode. C'est qu'en fait, c'est impossible de trouver un truc un peu critique envers l'œuvre Tintin en tant que BD. Et notamment ce truc-là, genre l'exactitude quasi prophétique de cette histoire, non. Parfois, on nous met même 2 photos et on nous dit, regardez comment Hergé dessine la réalité. Regardez ce sidecar. Alors, il nous met le sidecar dessiné par Hergé et puis à côté une photo d'un sidecar que Hergé aurait utilisé pour dessiner son sidecar. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez pas dire que c'est la même chose. Il est affirmé que c'est exactement, rigoureusement la même chose alors que c'est pas vrai. C'est un truc de fou de nous montrer 2 images et nous dire regardez, il n'y a pas de différence alors que si. C'est pas le jeu des 7 différences, mais on peut dire que ça s'approche. C'est pas les 7 différences, c'est les 40 différences. Ouais, c'est ça. Ça tend vers,
tu vois. C'est un concept mathématique, ça tend vers. Et là, ça tend vers la réalité de ça ressemble à cette image. Mec, c'est comme si on te dessinait et qu'on oubliait les lunettes, gros. Genre, Ouais, mais ça tend vers. Tu vois. genre non, désolé. Mais... Je trouve Gradu un petit peu dur quand même sur ce. En tout cas, on a bien compris que pour lui, la rigueur, c'est quelque chose de très fixe. Il faut aller sur la Lune. Il faut aller sur la Lune. Il faut avoir vu, touché la Lune pour pouvoir en parler. Aïe. Non, mais Charry, évidemment. Bien sûr que je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. C'est un abus de langage de dire que c'est de la, que c'est de la science. Ouais. C'est pas de la science. C'est de la science-fiction. Oui. C'est très important de mettre le mot fiction derrière. C'est de la science-fiction. Par contre, s'être appuyé et prouver que tu t'es appuyé sur des œuvres ou des documents scientifiques pour pouvoir toi-même inventer ton propre système, moi je crois que ça a été fait à un moment donné. Ouais, c'était Ou fait. alors si ça n'a pas été fait, pour moi c'est encore plus un génie s'il avait même pas de matériaux de base pour pouvoir s'inspirer de quelque chose de réel et d'être tombé, on va dire, aussi près de la réalité d'une certaine manière. Ce qu'on peut retenir avant tout de ce diptyque de la Lune, c'est bien évidemment l'élément le plus iconique de toute la saga Tintin, c'est bien sûr la fusée. La fusée, clairement. qui ressemble à un V2. Ouais. C'est un V2 allemand, la un fusée. sacré missile. Oui, c'est clair. Mais après, voilà, qui est un obus de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui pouvait parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, Qui pouvait aller tu dans vois, l'espace d'ailleurs. d'une certaine manière, c'est un point Oui, d'accord. un point d'ancrage scientifique dans son histoire. Voilà. On peut quand même souligner, cette fusée, elle est quand même vraiment incontournable. Ouais. Déjà, le design est absolument sublime. Elle est quand même iconique, on la reconnaît de partout. Ouais. Moi, je vois Gradu, mais dubitatif. Non, c'est vrai. Pour le coup, la fusée, je la trouve classe en tant Ouais, quand même que cool. vaisseau spatial stylé, quoi. Ouais. Voilà. Et moi, quand j'étais gamin, c'était impossible de voir un truc à carreaux rouge et blanc sans penser à la fusée de Ouais, Tintin. ouais. C'est clair. Cela dit, pour parler un petit peu vite fait du contenu de cette BD en dehors de la science, l'histoire, elle manque un peu de péripéties parce C'est que chiant. ouais, complètement, parce que de l'aveu d'Hergé lui-même, une fois qu'il est sur la Lune, il y a C'est rien fini, sur quoi. il y a rien sur la Lune. Il faut revenir. C'est ça. Alors, il invente qu'il y a un autre type, en fait, qui était dans le cargo. Ouais. Donc, c'était une mission prévue pour 4 plus un yinche. Et au final, il se retrouve à 7 dedans, plus un yinche. Tout à fait, ouais. Ouais. Le chien, alors c'est super mignon parce que Milou il a son petit, Il a son petit ouais, costume il a son de petit costume d'astronaute, il est quand même cool. génial. Ouais. Ouais. Après les albums ils continuent à s'enchaîner, hein. On va pas tous les citer parce que c'est impossible de rentrer dans le détail de tous les albums. L'affaire Tournesol, Coq en stock, Tintin au Tibet qui est quand même super important. Hein. Ouais, c'est mon préféré. Exact, que moi j'aime vraiment beaucoup aussi, où on montre un peu un Tintin avec un peu plus de profondeur parce Ouais. que il est plus têtu, il veut aider son pote, il est torturé, il y a quand même un peu plus à bouffer sur Tintin que dans le reste. Un mystère non résolu avec le Yeti. Ouais, tout à fait. Ouais. Un peu cool ça d'ailleurs. Qui s'est pas bien renseigné, hein, parce que le C'est Yeti... pas, ça n'existe pas, les Yeti. Non, mais non, pour le coup, tu vois, genre typiquement, oh là là, ils ont peur d'un Yeti. Il y a le Yeti. Bon, il ressemble un peu à un humain, mais pas trop non plus. C'est adressé. La fin ouverte avec le Yeti où tu te dis mais en fait c'est un peu triste aussi ce Yeti qui a trouvé un truc à faire et qui n'attend plus rien. Non, ok, moi c'est mon préféré. Et juste après, il y a mon petit préféré à moi, les bijoux de la Castafiore, Que j'aime beaucoup aussi moi. que j'aime bien, cette Ouais. espèce de huis clos avec une énigme qui j'adore n'en ça. est pas une, où en fait, il n'y a jamais vraiment de vol qui se produit. Et je trouve que ça déstructure un petit peu le machin, je trouve ça assez intéressant, et j'aime bien le fait que ce soit un huis clos. C'est un peu Hitchcockien. Ouais, je c'est trouve, un peu. comme histoire. Ouais, complètement, ça m'a fait penser à Agatha Christie. Ouais. Ça a changé de nom, mais je vais quand même le citer, Les 10 petits nègres, hein, c'est un petit peu le même genre d'histoire, ou une partie de Cluedo simplement. Ouais, complètement. Ouais, je trouve vraiment cool moi celui-là. Oui, après il y a aussi donc dans cette BD il y a le fait que Hergé essaie de faire patte blanche aussi parce que donc il y a des Romanichels qui sont représentés dans cette BD et on te fait comprendre que Tintin est plutôt de leur côté. Mais ça, pour moi j'ai l'impression que c'est plutôt à la fin de la BD parce qu'au début ils les découvrent en fait qu'il y a un truc de Romanichel là et puis c'est tout crasseux, ils sont en mode ah là là c'est crasseux les Romanichels, plutôt venez au château là au moins c'est propre. Un peu limite aussi quoi. Non, je pense que en fait ce qui se passe surtout c'est que le village de Moulinsart envoie les Romanichels à seul endroit où ils dérangent pas, dans un endroit crasseux, plein de boue, Ouais, et leur c'est dit ça. venez installer vos roulottes dans un endroit moins dégueulasse, et Dans c'est le pas parc, normal. Je pense que même si ça montre quand même un peu une espèce de mépris qui existe quand même, il y a quand même une vraie valeur humaniste qui est défendue de laisser les gars être eux-mêmes, laisser les gars, il y a aucun moment on les empêche de vivre dans les roulottes, hein. On leur dit juste allez pas mettre les roulottes dans la boue, venez les mettre à un endroit plus propre quoi.
Ouais, je sais pas, moi je trouve qu'on est toujours un peu sur la ligne. Après les bijoux de la Castafiore, Hergé il va doucement se désintéresser de son héros. Bon, la dépression chronique, ça n'aide pas. Non, c'est clair, je pense que ça te fait tomber un peu. Non, il préférait quand il était avec les nazis. Le studio Hergé tourne au ralenti et certains employés profitent pour bosser sur leurs propres projets. Et Hergé, voilà, il accepte beaucoup de produits dérivés pour occuper le studio et surtout mettre personne à la porte. Et c'est le moment où les studios Hergé entreprend de redessiner les anciennes BD de Tintin pour les actualiser le dessin. Ben, c'est là où notamment on va recoloriser aussi les anciennes BD, les remettre au format de 62 planches et tout ça. Et c'est pour ça que quand on lit toutes les BD d'affilée maintenant, bon, comme on l'a fait, on remarque plus trop les grands sauts dans la modernité. Quand même, les plus récentes sont vraiment plus jolies quand même. Ouais. Mais voilà, on a lissé de Tintin au Congo, plus ou moins jusqu'au bijou de la Castafiore. Voilà, et ça se sent, je trouve, quand tu lis les BD, il y en a qui n'ont pas trop été remaniés, il y en a qui ont été beaucoup remaniés. Ouais. Et des fois, tu passes d'une BD un peu old school à un truc très récent, puis re-old school, etc. Je trouve qu'à ce moment-là, surtout au niveau des bijoux de la Castafiore, on atteint des sommets en termes de qualité et de précision de dessin. Ouais. C'est clair. Ça, c'est vraiment un truc qu'on n'enlève pas à Hergé à toute sa team. Même avec le Tibet, quand même. Avec le Tibet, ça claque. Les paysages. Tous ceux qui arriveront en fait dans cette salve-là, on parle juste après du vol 714 pour Sydney, c'est quelques années après, mais il y a le design de l'avion du milliardaire dans cet album-là, il est trop beau, quoi. Ouais, tout à fait. Incroyable cet avion. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont... Et jusqu'à sa dernière histoire, Tintin et les Picaros, là on constate aussi qu'il y a quand même beaucoup plus de temps entre les albums, parce qu'entre l'avant-dernier et le dernier qui est Tintin et les Picaros, il y a quand même 8 ans. Donc là on sent qu'Hergé il a quand même bien ralenti le truc et il est un peu épuisé, quoi. Ouais, il met un peu ça en pause. Ouais, et puis aussi, du coup, les aventures récentes, là, depuis déjà un moment, on va dire depuis l'affaire Tournesol, comme on est déjà bien ancré dans le format de 62 planches, quand on les remet en BD, c'est plus propre que quand avant il fallait tout réagencer, quoi. Donc on a un rythme mieux maîtrisé aussi sur cette dernière salve d'albums. Ouais. Moi, de mon côté, en tout cas, avec toutes ces histoires et tout ce qu'on a parlé, l'évolution de Tintin là-dessus, j'ai une théorie complètement bancale sur Tintin. Une lecture un peu distordue de l'univers dans lequel il évolue. C'est un peu mon truc. Il essaie de m'imiter avec ma théorie. Exactement, et je pense que... c'est un hommage. Vois-le comme un hommage. Un hommage ou une envie de faire 320K 1000 vues. Je pense pas que ça atteindra des sommets. Tintin, c'est peut-être pas aussi populaire qu'Harry Potter, ni que des baguettes magiques, mais peut-être. Bon, l'idée, c'est que Tintin, ce serait pas vraiment un jeune reporter dans mon histoire, mais plutôt un jeune garçon plongé dans le coma, qui, pour être opéré au début du siècle dernier, a été drogué avec du chloroforme. Bien sûr, le chloroforme. Parce que, avant toute chose, il faut quand même que je vous parle du chloroforme d'un point de vue scientifique. Le but, à la base de ce produit, c'était d'en faire un usage médical. Bien sûr. Alors, il était utilisé pour anesthésier les patients. Ouais. La reine Victoria, dans les années 1850, a accouché sous chloroforme. Donc c'est pour vous dire, voilà. Et on en a fait la pub, histoire de dire, regardez, même la reine l'utilise, vous pouvez l'utiliser, c'est sans danger. Faut dire qu'avant le chloroforme, on filait de l'alcool et on mettait un bâton entre les dents et on opérait comme ça. Donc, et tu peux y aller, quoi. C'était la mode à l'époque. Donc, à forte concentration, par contre, il y avait quelques petits effets secondaires. Tu pouvais finir dans le coma, subir des dégâts cérébraux irréversibles, des dommages respiratoires et cardiaques qui pouvaient entraîner la mort. Petit produit sans danger, sans trop d'effets secondaires. Bon, on jugera que ce sera un peu trop dangereux et finalement les médecins vont abandonner la technique. Mais moi je pense qu'en fait, le jeune Augustin, a.k.a. Tintin... Augustin, a.k.a. Tintin... Pourquoi Augustin ? Dans ses aventures, c'est juste des projections de son cerveau qui lutte parce qu'il est en train de s'éteindre après un shoot un peu trop violent de chloroforme. Et bizarrement, plus j'y pense, plus ça colle. Tintin... il vieillit jamais. Il traverse des pays entiers sans changer de vêtements, sans se laver, sans rien faire. On l'invite partout, dans tous les pays, dans toutes les ambassades, dans toutes les expéditions. Il s'est retrouvé sous la mer, au pôle Nord, dans l'espace. Rien coûte cher pour lui. Il vit des situations impossibles et les oublie la seconde d'après. Il se fait tirer dessus, il se crache en avion. C'est jamais grave et il n'en parlera plus jamais derrière. C'est vrai. Il est aussi balèze que Néo.
Donc il connaît le kung-fu, il a tout maîtrisé. Je parle éléphant. Il parle éléphant. Et en plus de ça, pour lui, le chloroforme, c'est un truc qui revient tout le temps. Ouais. Un peu comme pour lui rappeler d'où ça vient, quoi. Tous les personnages qu'il a inventés, pour moi, dans son doux rêve comateux, ce serait une partie de sa psyché, quoi. D'accord. Milou, c'est un peu sa petite voix instinctive. Haddock, c'est son chaos émotionnel. Tournesol, c'est une version déformée de sa raison. Voilà, il essaye un peu de survivre à travers ça. Et les Dupont, c'est juste un besoin de dérision pour pas sombrer complètement dans la folie, quoi. Ouais. Et pas beaucoup d'imagination parce que sur 2 persos, il invente 2 fois le même. Et la Castafiore. Et la Castafiore, elle, c'est juste son besoin maternel. Sa pulsion sexuelle. Sa pulsion sexuelle enfouie au fond de lui. C'est son Oedipe. Oh non, c'est son Ouais. Oedipe. Chaque album, en fait, pour lui, c'est une tentative d'évasion mentale d'un monde fabriqué par son cerveau qui refuse de s'éteindre. C'est un déclin qui évolue, des paramètres qui traduisent une dégradation de son état. Les premiers albums, ils sont hyper caricaturaux, comme un esprit encore un peu confus sous un choc. Le voyage qu'il fait partout, jusque-là, jusque dans l'espace, c'est un besoin de sortir de son lit d'hôpital. Et puis, l'œuvre inachevée, l'Alphar, c'est un peu comme un rêve duquel il n'a pas pu se réveiller, quoi. Et du coup, je vous laisserai un peu sur cette conclusion. Est-ce que pour vous, Tintin est mort ? Moi, je sais pas. Peut-être il s'est jamais réveillé, le pauvre Augustin. Pourquoi Augustin? Parce que Tintin, Ça pourrait être Martin. ça pourrait être Martin Tintin. Ça pourrait être Corin Tintin. Je me sens très très bête à l'instant. C'est vrai qu'on parle d'œuvre inachevée. Aïe, aïe, aïe. En 1978, 78 pour Mégasure, Hergé annonce une prochaine aventure de Tintin comme à l'époque, dit-il. À l'époque, il pensait faire un huis clos dans un aéroport, comme le Terminal avec Tom Hanks, je sais pas. Mais au final, il partira sur un thème qui le passionne. Tu l'avais pas vu venir. Non. Un thème qui le passionne, l'art moderne et l'art contemporain. Parce que Hergé, depuis les années 50, c'est un méga collectionneur d'art. Il Donc avait de se la dit, thune. il avait du pognon. 5000 francs par page. Donc c'était l'idée, c'était mettre Tintin face à un thriller situé dans le monde de l'art. Mais malheureusement, il va pas pouvoir aller au bout de cette idée parce que le 3 mars 1983, à Woluwe-Saint-Lambert, Toujours en Belgique. Hergé meurt d'une maladie du sang à l'âge de 75 ans. Ouais. Et c'est son collaborateur principal, Bob Demour, qui envisagera de terminer l'histoire, mais Fanny, la femme de Hergé, La deuxième femme. Deuxième Ouais. femme, ouais. refusera. Et Hergé avait demandé à ce qu'on ne touche pas à Tintin après sa mort, ce qui est rare. Ce sera respecté, ça c'est plutôt une chose rare. Ouais, c'est clair. Hein. En tout cas au niveau BD, quoi. Ouais, complètement. Vous pensez que Tintin, ça aurait dû continuer comme ça a été le cas pour les Schtroumpfs Non. ou Lucky Luke? Oh non, non. Non, et je pense que vraiment, Tintin, c'est comme tous ces trucs qui ont continué, soit ça s'est enfermé dans un cercle vicieux et tu dois correspondre au cahier de charge. Ouais. Ici, on a déjà vu que Tintin, il y avait un certain cahier de charge. La recette Tintin, on en a un peu parlé dans l'épisode. Mais je trouve que c'est bien, en fait, là, juste de dire, tant pis, t'inquiète, on va continuer à faire du pognon sur Tintin. Mais on va pas lui inventer d'autres histoires maintenant que le cerveau qui l'a inventé et qui était à la manœuvre surtout que là en plus lui il a suivi Tintin dans toutes ses aventures. Je comprends qu'on ait arrêté et je trouve ça assez classe d'avoir respecté cette volonté-là. Je trouve ça vachement bien d'avoir respecté effectivement cette volonté. C'est pas le cas de tout le monde. On peut penser récemment à Gaston Lagaffe de Franquin, où Franquin avait demandé à ce qu'on continue pas Gaston Lagaffe, mais Dupuis a préféré le pognon. Et au final, je trouve ça pas mal de se dire, voilà, c'était la vision d'un auteur. Quoi qu'on en pense, parce qu'on a été quand même fort critique tout au long de l'épisode, mais quoi qu'on en pense, la vision de l'auteur s'arrête avec la mort de l'auteur et on évite à cet écueil commercial de juste profiter d'un nom, et on aurait pu avoir, comme on a eu avec Astérix, et comme on a eu avec P.O. et les Schtroumpfs, c'est des histoires de Tintin signées Hergé alors que Hergé est plus là, quoi. Non, ouais, moi je suis d'accord. Ça s'arrête là. Au-delà du fait qu'il avait demandé à ce que ça s'arrête, et donc que ça s'arrête et que ça soit bien, que ça soit respecté. De toute façon, c'était un peu chiant. Donc voilà, plus non. Donc que ça s'arrête là, ok. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu, au musée Hergé notamment, il y a des petits haut-parleurs qui parfois diffusaient des extraits d'interviews d'Hergé, notamment
une où on entend clairement qui dit « Ah ben non, je ne considère pas que Tintin puisse continuer après ma mort parce que Tintin, c'est moi. » Et même si... Et pour le coup, on peut... Il y a une certaine modestie. Il y a plusieurs fois où il dit « Bon ben, mes collaborateurs sont meilleurs que moi dans tout ce qu'il leur aurait été donné de faire, mais l'écriture, c'est moi, c'est mes histoires. Et même si la recette, certes, existe et qu'on pourrait très bien la mimer, les histoires doivent venir de moi parce que Tintin, c'est moi, point. Tintin, après ma mort, c'est mort. » Ouais. Et ça a été respecté. Ouais. Bon, Tintin et l'Alphard, cette espèce d'histoire inachevée, sortira tout de même en 1986. Bon, après, c'est pas vraiment une BD, parce que c'est plutôt les archives de ces crayonnés et du work in progress. Il y a des pages de scénario. Ça se lit pas pareil, quoi. C'est vraiment un document. C'est ça. C'est vraiment un document plus qu'une aventure. Ouais. Dans lesquelles on peut retrouver notamment des planches qui ont été dessinées 3 semaines avant sa mort. C'est ça. D'ailleurs, cette histoire, comme toutes les autres, si ça vous intéresse, elles existent au format poche. C'est assez rare pour la BD, c'est bien de le mentionner. Moi, j'ai chopé l'Alphard de cette manière-là. Ça coûte 8 balles la BD, c'est quand même nettement moins cher que d'acheter Tintin en grand format. Donc, si vous avez envie de lire du Tintin, c'est une option qui est pas mal à connaître. C'est la première fois que j'entends parler de format poche en BD en dehors des comics. Oui, c'est vrai qu'on sait que les comics de super-héros, ils font ça depuis longtemps. Pourquoi pas, au final, si ça permet de les vendre moins cher. C'est quand même moins agréable que de lire la grande BD. Ouais. Mais bon, au moins, ça permet d'avoir une option quand même bon marché. Après, si vous voulez du bon marché, Tintin en deuxième main, il n'y a que ça. Je peux vous expliquer comment ça marche au cas où. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Discord. J'ai complètement oublié comment ça fonctionnait. Là-dessus, il y a aussi des éditions collector qui sont revenues des aventures de Tintin. Alors, elles ne sont pas toutes en collector, je pense, mais par exemple, le Lotus Bleu, moi j'avais une version un peu plus collector où au départ, il y a toute une préface avec des explications sur l'histoire, un contexte qui est remis, etc. Ça peut être intéressant, en tout cas, si Tintin, ça vous intéresse ou si vous voulez vous y intéresser, c'est une bonne façon aussi de le faire avec un peu plus d'informations. J'ai le diptyque de la Lune en collector, avec notamment toute une préface qui explique un peu le contexte, et la petite BD que Paris Match avait demandé à RG de réaliser pour Apollo 12, enfin la deuxième mission Apollo sur la Lune. Ouais. C'était précis ou pas Oui. Okay. Il est précisément expliqué la mission Apollo, du coup 12 ou 13, je sais plus, 12 je pense. C'est des cool éditions et privilégier quand même la seconde main parce que ceux qui ont les droits actuellement, bon. Ouais. Les droits, on en parlera dans l'épisode suivant, dans 2 semaines. On continue notre rétrospective de Tintin. On a abordé les bandes dessinées, on va aborder tout le reste. Ouais. Il y a du cool qui arrive là quand même. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. On ne sait pas encore si on va vous appeler nos canons ou nos boulets. Moi j'aime bien boulet. Moi j'adore les boulets. Allez, merci à nos boulets qui nous soutiennent sur Patreon. On va vous remercier comme il est d'usage. Merci beaucoup à Arthur. Merci beaucoup à Quiet Ben. Merci à Camille HP. Merci Odile pour le soutien. Merci à Sganarelle Rouge. Merci à Mikator. Et merci à cet Ostrogo de Joker. Putain, ce boisson soif de Joker. Et cet écornifleur de Kef. Cet ectoplasme de Kef. Merci beaucoup à nos recanons, ça fait super plaisir. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à nous soutenir à votre tour sur Patreon. Toutes les infos sur patreon.com/ C'est pas canon, tout attaché. Ou venez discuter avec nous sur Discord, ou même sur Instagram ou TikTok. Ça fait super plaisir quand on reçoit des messages. Ça fait super plaisir quand on y répond. Par contre, si vous êtes un hater, il n'y a pas de problème. L'épisode que vous venez d'entendre était pas canon. Ciao. Salut. Il a fait le tour du monde et ça n'est jamais fini. Sur terre, en l'air ou sur l'onde, Tintin est toujours parti. Milou toujours l'accompagne, y a pas plus fidèle que lui. À la ville, à la campagne, l'admirable Milou suit. Qui ne peur de rien, mais de rien.